c'est facile de se dire, OK, si on compare les pays développés, je sais pas, d'Occident aux pays africains, eux, ils sont plus loin que nous. Mais eux, ils ont eu beaucoup de temps pour consolider leur gouvernance. Restons juste par exemple avec l'exemple du Rwanda. Tu as parlé de stabilité. Est-ce que cette stabilité aussi n'est pas liée au fait qu'il y avait juste un seul visage politique? L'aide est souvent apportée avec une perspective occidentale et un peu aussi coloniale. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Bravo pour ton diplôme. Est-ce que tu es prêt à les défendre? Bravo pour toi. Salut tout le monde, salut Jean-Baptiste, ça va bien? Salut, ça va bien, merci et toi? Oui, très bien, ça fait longtemps quand même que je t'ai reçu sur ces podcasts. Effectivement, ça fait près d'1 an maintenant que tu m'as reçu. Tu étais parmi les premiers d'ailleurs invités du podcast. Ouais. Attends, les premiers d'ailleurs? J'étais le premier, ouais. Les premiers, ouais. J'étais le premier. Et il sera aussi les premiers d'une nouvelle saison qu'on va intituler Défends ton diplôme. Ouais. Nous allons recevoir quand même beaucoup d'étudiants internationaux qui viennent généralement de l'Afrique. Nous allons aborder plusieurs thématiques qui sont aussi liées à leur domaine d'études, pour aussi mettre ça en perspective par rapport à ce que l'Afrique vit et comment toi, en tant que nouveau diplômé, avec tout ton bagage, tu pourrais, entre guillemets, aller développer l'Afrique ou, c'est pas moi, amener quand même dans une certaine mesure ta vision pour l'Afrique. Donc, ce sera en tout cas un podcast où on va parler sans tabou. Je vais challenger toutes les personnes qui seront ici face à moi en tout cas pour qu'ils fassent sortir en eux en tout cas tout ce qu'ils ont appris dans une certaine mesure. Puis, comme je vous ai dit, c'est vraiment plus centré sur l'Afrique, voir les connaissances que nous avons acquises aujourd'hui à l'université, voir comment, entre guillemets, placer ça dans les contextes africains. Comment tu te sens par rapport à ça? Alors, je me sens déjà encore honoré d'être le premier pour cette série. Toujours. Et je vois qu'aujourd'hui, tu es très bien préparé avec ton iPad. Très bien, très bien. C'est la première fois qu'il prend son iPad, donc vous pouvez imaginer le degré de préparation qui est en lieu. Alors, j'ai hâte pour tes questions, pour tes challenges aussi. Donc, ouais, je pense que c'est une très bonne initiative aussi. Et puis, je saisis l'occasion pour te féliciter pour ce que tu fais, parce que j'ai vu que tu as reçu beaucoup d'étudiants qui sont inspirants sur ta plateforme. C'est bien, ça inspire aussi les nouveaux arrivants. Donc, continue à faire ça. Et puis, d'ici là, c'est sûr que Issachar va sûrement inspirer et puis motiver des milliers de jeunes. C'est l'objectif en tout cas. Ouais. C'est l'objectif. Bravo pour ton travail. En tout cas, bravo pour ton diplôme. Est-ce que tu es prêt à les défendre? Let's go. D'abord, si tu pouvais juste en 1 minute nous parler un peu de ce que tu as fait comme étude, par exemple, avec ton diplôme, ta spécialisation, juste nous parler un peu par rapport à ce que tu as fait. Ok, alors, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Baptiste. J'ai juste gradué. Mon programme d'études, c'était un bachelor en développement international. Donc, j'ai fait 4 ans d'études dans ça. Mais avant de faire le programme en développement, j'étais en management. Ok. Donc, j'étais à Telfer, j'ai fait business management pendant 2 ans environ. Puis, j'ai senti que j'ai fini le lycée en faisant une filière économique et sociale. Ok. Donc, j'avais un background en économie un peu, après avoir fini le lycée. Et une fois à Telfer, je voulais plus apprendre comme l'entrepreneuriat, c'est quoi, comment créer une entreprise, comment créer des emplois aussi. Ce qui s'est bien passé. Puis après ça, j'ai toujours eu envie de prendre des cours de politique, d'économie, de comprendre plus le monde diplomatique aussi. Mais je ne pouvais pas le prendre en étant à la faculté de business. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, je vais changer de programme. Puis, j'ai checké les programmes que UOTA offrait. Puis, celui en DVM était celui qui me parlait le plus. Puis, c'est comme ça, j'ai pris ce programme-là. Et puis, j'ai fait 4 ans. C'était excellent. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai aimé chaque cours que j'ai fait. Moi, je suis quelqu'un je suis très curieux comme personne. Donc, dans mes cours, je pose des questions aux profs. Je fais des débats avec les profs aussi. Je veux comprendre les choses et aussi avoir un esprit critique. Donc, en globalité, c'était un bon programme. Excellent programme. Tu t'es plus épanoui là à FSS qu'à Telfer, c'est ça? Oh oui, à Telfer, je me suis épanoui, mais en DVM, c'était mon élément là. J'étais vraiment dans ma bulle. Wow, intéressant. On va voir si réellement c'était ton élément. Il n'y a pas de souci. On va voir. Mais par rapport à ton programme, c'est pour quelqu'un qui fait par exemple ton programme ou qui voudrait s'inscrire par après à ton programme par exemple, quelles sont les perspectives de carrière par exemple liées à ton programme par exemple pour quelqu'un qui entre dans ton programme, qu'est-ce qu'il attend par après de manière un peu plus générale? Une très bonne question. Mon programme donne une perspective assez large pour la carrière parce que c'est une combinaison un peu d'économie, des cours
développement, et aussi des cours qui sont axés sur l'action humanitaire aussi. Oui, oui. Et un peu de diplomatie également. Donc, la plupart des gens avec qui j'ai étudié comme rêvent de travailler à l'ONU, par exemple, ou avec des ONG, par exemple, ou aussi être gestionnaire de projet, par exemple, aussi. Donc, c'est assez varié. Ça dépend de qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Mais moi, je dirais, avant de faire ce programme, il faut avoir 3 choses. Avoir d'abord la curiosité, qui est animée par un intérêt. Oui. Avoir un minimum d'intérêt pour ce programme. Donc, ça te rend curieux. Tu y vas en te demandant, OK, qu'est-ce que je vais apprendre? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi, comme faire un programme en développement, par exemple? Oui. Et puis, qu'est-ce que les gens font après ce programme-là? Donc, une fois que tu es curieux, c'est déjà bien. Aussi, je dirais, si tu as de la passion, c'est bien aussi. Ça demande de savoir qu'est-ce que tu veux faire plus tard aussi, la passion. Est-ce que tu as déjà un plan en tête? Disons, par exemple, tu veux travailler à l'ONU ou, je sais pas, à UNICEF ou avec une grande ONG, par exemple, et que tu te dis, OK, je veux comprendre d'abord tous les rouages du système. Comment ça fonctionne. Ce programme sera parfait pour toi. Et puis, dernière chose, je dirais aussi qu'il faut avoir l'esprit critique. Donc, l'aide est souvent apportée avec une perspective occidentale et un peu aussi coloniale. Donc, il faudra bien avoir un esprit critique pour se questionner, pour challenger déjà le système en place et essayer d'appliquer ce qu'on nous apprend pour apprendre nos réalités chez nous. Parce que ce n'est pas la même réalité. Et aussi les motivations de ceux qui amènent l'aide chez nous aussi. Pardon. Donc, c'est ça. Intéressant. On va directement d'ailleurs entrer dans les vifs du sujet. Bien sûr. Tu ne l'as peut-être pas dit, mais moi je connais, tu viens du Tchad. Oui, effectivement. Je pense pour ceux qui veulent, entre guillemets aussi, en apprendre un peu plus sur la vie de Jean-Baptiste, nous avons les premiers podcasts sur la chaîne. C'est avec Jean-Baptiste, on a quand même parlé de sa vie, tout ça, de ses ambitions. Aujourd'hui, on ne va pas vraiment entrer, entre guillemets, ici, dedans. On va vraiment plus travailler sur cette thématique, ici, liée au développement international. Puis là, on va parler du développement de l'Afrique, on va parler de l'aide internationale, par exemple, ici, que nous avons les États-Unis, les FMI, la Banque mondiale apporte à l'Afrique, ses impacts aussi. Et j'étais en train de dire, toi, tu viens du Tchad. Si aujourd'hui, on t'est posé la question pour savoir, si jamais on voulait demander, Jean-Baptiste, ce serait quoi le développement pour le Tchad? Donc, si on te demande d'imaginer le développement pour le Tchad, ce serait quoi? Alors, pour moi, un pays développé, c'est un pays qui arrive à améliorer les conditions de vie de ses populations. Et ça demande un investissement dans plusieurs secteurs. L'éducation, la santé, l'entrepreneuriat, et aussi s'assurer que les jeunes aient du travail également. Et pour le Tchad, est-ce qu'on est déjà à ce niveau-là? Je ne dirais pas encore. Il y a toujours en travail, ça se fait toujours là. Mais c'est ça, donc s'assurer que les jeunes puissent avoir un cadre éducatif qui est bien établi, assez solide aussi. Et surtout aussi que les jeunes soient fiers d'étudier chez eux. Ça, c'est un sujet, si tu veux, on pourra faire un débat sur ça pour un autre podcast. Et voilà. Et c'est pas qu'au Tchad aussi, comme dans la plupart des pays africains aussi. S'assurer qu'il y ait quand même des systèmes de santé qui sont assez solides et performants aussi, efficaces là. Parce que la plupart des hauts cadres africains ont tendance à aller se faire soigner en dehors de l'Afrique. Pourquoi? Pourquoi ne se soignent-ils pas à la maison? C'est une question à se poser aussi. Donc, avoir un cadre où les jeunes Africains et aussi les cadres africains seront fiers d'être chez eux, et de soigner chez eux, et aussi créer un environnement d'affaires assez propice pour que le commerce intra-africain se passe aussi de manière fluide. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'Union africaine avec la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine qui s'est mise en place. Est-ce que c'est vraiment un projet viable d'ailleurs, ces projets-là, la zone de libre-échange? Je pense qu'il nous faut ce projet-là. Pour moi, c'est indéniable qu'il le faut. Parce qu'on ne peut pas concevoir que ce soit plus facile d'importer, disons par exemple, du poulet de l'Argentine au Kenya, que ce soit plus facile que de le faire du Congo au Kenya, par exemple. Parce que non seulement il y a des barrières tarifaires, mais aussi les routes ne sont pas bonnes pour circuler. Le problème, c'est qu'il n'y a pas des poulets qui est produit au Kenya ou au Congo, qui peut être, entre guillemets, peut-être, comment on peut dire, vendu dans un autre pays. La production locale, entre guillemets. Pour moi, quand tu vois, par exemple, l'exemple de l'Europe,
la zone Kwasi, les libre-échanges Kwasi en Europe, ça a quand même du sens puisqu'il y a des pays qui produisent. Nous avons l'Allemagne qui produit certains produits, la France qui produit certains produits, puis l'Espagne qui produit certains produits, puis on échange. Mais dans les cas, par exemple, de l'Afrique où la plupart, entre guillemets, de ce que nous consommons est produit en Chine, produit au Vietnam, Brésil, tout ça, ce serait quand même bizarre d'avoir une zone de libre-échange par rapport à ça. Alors, c'est le bon moment pour se questionner pourquoi est-ce qu'on ne produit pas ça? Pourquoi c'est impossible pour nous de faire ça? Si on doit manger ce qui vient je sais pas, de l'Europe ou de la Chine, on peut le faire aussi. L'Afrique, si je ne me trompe pas, on a plus de 60% de terres qui sont arables, qui sont comme fertiles pour cultiver. Mais avec tout ça, on n'arrive pas encore à être autosuffisant sur le plan alimentaire, ce qui est dommage. Et ce qui fait que ça accroît aussi l'importation des produits étrangers. Mais si seulement, comme on se dit, OK, on va être beaucoup plus suffisant entre nous et s'entraider, ce serait beaucoup plus mieux sur le plan alimentaire, mais aussi économique, parce qu'il y aura de l'économie circulaire, l'argent va circuler dans les pays africains. Et voilà, je pense que ça, c'est un exemple de choses qu'il faut faire pour que nos pays puissent avoir un développement optimal. Wow. Mais j'ai quand même un regard assez critique, entre guillemets, sur la... Comme tu as dit, c'était un bon projet en tout cas. La façon dont c'est pensé, c'est un bon projet. Comme tu disais, c'est quand même bizarre, par exemple, je pense, nous avons la Namibie, par exemple, où on produit beaucoup de poissons. Il y a beaucoup de poissons, en tout cas. On importe beaucoup de poissons Kwasi venant de la Namibie. C'est quand même bizarre, par exemple, pour un pays comme le Congo. Quand on importe, par exemple, des choses venant de la Namibie, ça nous coûte, par exemple, plus cher. Que quand on importe, par exemple, quelque chose qui vient de la Chine, le tilapia qui vient de la Chine ou d'un autre pays. Donc, ça a du sens. Mais de manière générale, en tout cas, l'Afrique ne produit pas encore plus. On ne produit pas encore beaucoup ou assez pour pouvoir dire, là maintenant, on produit tellement qu'on peut maintenant vendre dans d'autres pays. Ton pays, le Tchad, par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose que vous produisez que vous pouvez, entre guillemets, aller vendre à l'Afrique tout entière? Alors, on a quand même un nombre important de bétail chez nous. Donc, la viande, on a un nombre important qui peut également être consommé sur le plan local, mais également à l'étranger. L'agriculture est l'une des sources principales de l'économie tchadienne. Donc, voilà, comme le riz, par exemple. Moi, dans mon village, le riz, c'est une des matières comme principales qui se consomment là-bas. Toutefois, je pense que on peut encore optimiser l'industrie, donc comme améliorer la transformation de ce qu'on produit et aussi avoir une vision assez large pour se dire, OK, on peut exporter beaucoup de choses à part ce qu'on consomme déjà. Donc se dire, OK, on peut explorer d'autres secteurs, d'autres domaines par rapport aux ressources qu'on a déjà sur place. Qu'est-ce qu'on peut mieux faire, par exemple? C'est ça. Mais pour revenir sur ce que tu dis, où tu disais que c'est plus cher d'importer de la nourriture de la Namibie au Congo, par exemple. C'est un problème qui ça a lieu dans plusieurs pays, c'est pas seulement qu'au Congo, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est créer des circuits de transport assez faciles et aussi accessibles pour que les gens puissent transporter un bien ou un service, d'un point A à un point B. Donc, Et qui finance ça? Nous-mêmes, justement. Ça fait quoi? Plus de la moyenne des pays africains, ça fait au moins minimum 50 ans qu'ils ont leur indépendance. Il y en a qui sont à 60 ans, il y en a qui sont presque à 70. Si jusque-là, nous n'avons pas encore ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas peut-être les moyens. Alors, il faudrait peut-être aller chercher les moyens ailleurs. Ça, ce serait trop facile comme excuse, je dirais. Comme dire qu'après 60 ans, on n'a pas toujours les moyens. C'est un peu facile de mon côté de percevoir ça parce qu'il y a des pays qui ont été plus ou moins au même niveau que nous aussi. Prends par exemple la Corée, par exemple, ou encore les pays asiatiques. Moi, parmi les cours de mon programme, on a aussi étudié l'Asie du Sud-Est, où ils ont pu se développer à une vitesse impressionnante. Mais ils n'ont pas fait de la magie pour y arriver. C'est juste avoir de la volonté, avoir des dirigeants qui ont une vision et qui se disent, OK, il faut qu'on prenne ce pays-là et qu'on l'amène à un haut niveau. Et ça demande de l'unité et aussi une envie vraiment sincère de travailler pour le pays et pas pour sa poche. Donc, c'est plus une question de leadership, tu veux dire? Leadership, gouvernance et aussi de transparence dans ce qu'on fait. Et moi, je me dis que si tu es en politique, c'est surtout pour satisfaire les besoins de ton peuple. Oui, normalement. Et ça te demande à faire un sondage, par exemple, comme faire un tour dans le pays pour voir
qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on peut apporter. Écouter également, parce que diriger, pour moi, c'est répondre à un besoin. Et comment tu peux répondre? C'est en étant attentif, en écoutant ce dont les gens ont besoin. Et de là, du coup, tu peux te dire, OK, j'ai fait un petit aperçu de ce qui manque chez moi. Voici comment est-ce qu'on compte s'y prendre pour y répondre à leurs besoins. C'est comme ça qu'on pourrait être optimal dans comment on répond aux besoins. Wow. Mais, prenons par exemple l'exemple de manière concrète. Je vais juste prendre l'exemple de ton pays, entre guillemets. Je pense que tu vas plus, entre guillemets, maîtriser ton pays. Peu importe, on peut aller au Congo aussi, ça te dérange. Le Congo, Rwanda, Ouganda. Non, mais là, puisque j'essaie, entre guillemets, c'est une conversation, mais en même temps, j'essaie de comprendre aussi plusieurs autres choses. Parce que toi-même, tu as fait quand même des études de manière spécifique pour ça aussi. La première question que tu t'avais posée, par exemple, c'était pour toi, qu'est-ce que tu entends par développement, par exemple, pour ton pays? Tu as abordé plusieurs thématiques, soit liées à la santé, à l'éducation, à l'environnement des affaires, à l'entrepreneuriat, tout ça. Ouais. Techniquement, ça va aider à ça. Et puis là, tu me parles, entre guillemets, d'une problématique qui fait à ce que si jusqu'aujourd'hui nous ne sommes pas à un certain niveau, il y a la problématique liée au leadership, à la gouvernance, par exemple, aussi à la volonté des politiques, par exemple, à faire améliorer les choses. Mais s'il y a 60 ans, ça fait minimalement 60 ans que les pays africains sont, entre guillemets, indépendants dans une certaine mesure. Ça fait 60 ans que ces problèmes-là se posent. Ça fait 60 ans techniquement. Je sous-entends que les gens sont au courant au moins que c'est ça les problèmes. On a un problème de gouvernance, on a un problème de leadership. C'est quoi la solution finalement? Il faut aussi voir un peu l'histoire de ces pays-là, les pays africains dont on parle. La plupart ont traversé beaucoup de conflits armés, que ce soit le cas chez moi aussi. Il y a eu des prises de pouvoir qui se sont faites après des guerres ou des conflits armés, par exemple, et ce n'est pas le seul. Et d'autres pays comme le Soudan aussi, il y a des conflits intercommunautaires qui se sont armés et qui ont fini par avoir une conséquence majeure, dont notamment la division du pays en deux, le Soudan, par exemple. Et ça, c'est facile de se dire, OK, si on compare les pays développés, je sais pas, d'Occident aux pays africains, eux, ils sont plus loin que nous. Mais eux, ils ont eu beaucoup de temps pour consolider leur gouvernance. Ils ont aussi eu des guerres entre eux, mais le temps qu'ils ont eu, que ce soit avec la révolution industrielle dans les années 1800, qui a commencé en Angleterre, par exemple, nous, on n'a pas encore eu ce temps-là pour avoir cette croissance économique-là. Mais ce n'est pas une excuse. Ce que je veux dire, c'est que l'histoire de ces pays africains qui sont passés par plusieurs guerres, plusieurs conflits, quand il y a une guerre, ça veut dire que le pays est ravagé, que ce soit les infrastructures, que ce soit les écoles, il faut les reconstruire par exemple. Et ça accumule encore le retard du pays en soi. Donc ça fait que ça va retarder le développement aussi. Et la gouvernance sera encore un peu plus fragile, difficile à se solidifier. Et voilà, mais si je prends l'exemple, prenons l'exemple du Sénégal. Le Sénégal n'a pas connu de guerre, par exemple. Ils ont toujours eu des alternances démocratiques. Et aujourd'hui, ils sont quand même à un bon niveau. Que ce soit l'éducation, le Sénégal a parmi les meilleures universités africaines ou francophones. Mais un bon niveau par rapport à quoi? Parce qu'il faut toujours avoir something pour comparer. Scale, voilà, on ne peut pas juste dire nous sommes bons. Il faut bien qu'on se compare par rapport à quelque chose ou par rapport quand tu dis par exemple pour l'exemple du Sénégal que tu étais en train de donner pour dire mais là ça va quand même ça, le côté éducation haute, c'est par rapport à quoi? C'est simple, je peux te les comparer. Chez moi au Tchad, je prends le Tchad et le Soudan pour les comparer au Sénégal. Le Tchad et le Soudan, ils ont eu des conflits. Le Sénégal n'a pas eu de conflit du tout. Et le Sénégal a toujours eu des alternances démocratiques. Donc, les élections, les présidents se sont succédés dans la paix. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis qui étudient au Sénégal par exemple. Pourquoi? Parce que l'éducation est plus bonne chez eux. Moi aussi, j'ai étudié au Sénégal. J'ai fait le lycée, j'ai fait 3 ans au Sénégal. Mais je sais aussi qu'au niveau universitaire, il y a de très bonnes universités au Sénégal. Et également, aujourd'hui, avec le nouveau gouvernement qui est en place, ils sont ambitieux, ils ont leur plan stratégique, ils sont conscients des problématiques qu'il y a, ils combattent la corruption aussi. Le peuple aime ça. Je pense qu'ils sont bien aimés dans le pays aujourd'hui. Je compare ça à chez moi et au Soudan, par exemple, on a eu plusieurs conflits, ce qui fait qu'on n'a pas encore la même solidité au niveau national parce que
Nous, on avait plusieurs rebelles aussi qui étaient là. Oui. Peut-être c'est parce qu'on était enclavés par la Libye, par exemple, le Soudan aussi. Mais si tu prends un pays qui n'a jamais eu de conflit, qui a toujours eu une gouvernance assez stable par rapport à un pays qui a eu des conflits, il y a un petit retard qui se perçoit facilement. C'est ce que je voulais te faire savoir. Mais ça, c'est des choses qui peuvent aussi impliquer sur la croissance des pays africains. Mais pour moi, si on a une bonne gouvernance, le reste peut facilement découler. Parce que la bonne gouvernance, pour moi, c'est aussi avoir la vision stratégique. C'est dire, OK, je suis là pour servir mon peuple, je suis là pour les intérêts de mon peuple, et comment je fais pour aider les gens qui vivent dans ce pays-là à être de mieux en mieux ou à être plus à l'aise qu'avant. Et oui, ça, il ne faut pas juste faire la campagne pour faire la campagne, mais il faut faire ce qu'on dit pour faire la campagne après. C'est ça. Si on prend par exemple l'exemple du Mali, nous avons le Burkina Faso, nous avons le Niger, nous avons le Nigeria aussi, bon, certaines régions aussi où il y avait quand même pas mal de guerres, tout ça, des conflits aussi internes, tout ça. Si nous prenons aussi quel autre pays dans la sous-région qui avait aussi des problèmes d'instabilité, je pense que c'est plus les quatre. Bon, la Côte d'Ivoire, c'était juste pendant un temps, mais c'était quand même répétitif aussi, entre guillemets, début des années 2000, puis aussi avec Gbagbo, puis Ouattara. Ben, ça a quand même du sens, entre guillemets, ce que tu dis. Ça a quand même, entre guillemets, du sens, ce que tu dis. Mais à un certain moment, je me dis, ben, ça reste que la guerre ou l'instabilité, c'était toujours entre frères qu'on s'est tués. C'était pas, entre guillemets, la France, quand bien même on peut toujours en débattre aussi par après, mais c'était pas toujours la France ou les États-Unis qui ramenaient son armée dans ces pays-là. C'était des Tchadiens qui tuaient des Tchadiens, c'était des Burundais qui tuaient des Burundais, c'était des Congolais qui tuaient des Congolais, c'était des Zambiens qui tuaient des Zambiens, entre guillemets, s'il faut évoluer comme ça. C'est pour moi, puisque c'était généralement, entre guillemets, des guerres internes, par exemple, c'était ethnique, c'était tribal, entre guillemets, moi, je ne peux pas considérer ça comme une excuse en un développement. Si c'était une attaque qui venait de l'extérieur, ce serait simple pour dire ben, on a été attaqué de l'extérieur. Mais généralement, prenons l'exemple je ne vais pas citer un pays pour poser problème. Non, mais par exemple, juste mon propre pays. Prenons l'exemple de mon propre pays, par exemple. Tu as dit qu'on parle sans tabou, à être transparent, donc allons-y. On cite les noms, on cite les choses aujourd'hui. Parlons de l'exemple de mon pays, par exemple. Okay. En 97, nous avons Laurent Désiré qui prend les pouvoirs, qui renverse Mobutu à ce temps-là. En 2001, nous avons le président Désiré qui est assassiné, puis c'est son fils qui prend les pouvoirs. Puis son fils prend les pouvoirs de 2001 jusqu'à 2018. De 2001 jusqu'à 2018, certes, nous avons quand même eu certaines déstabilisations côté est du pays, tout ça, certaines aussi, certains conflits aussi, entre guillemets, ethniques et autres. Mais les pays, quand même, dans une certaine mesure, après les élections de 2006, c'était quand même stabilisé. On n'a pas vu un développement. Kinshasa, il n'y avait pas de guerre à Kinshasa. On n'a pas vu Kinshasa évoluer. À Lubumbashi, nous n'avons pas vu de guerre ou quoi. On n'a pas vu Lubumbashi être développé. Mbuji-Mayi, par exemple, qui est la capitale ici, qui était la capitale du diamant au monde, on n'a pas vu se développer comme tel. Donc, c'est clair que l'instabilité, comme tu as dit là, ça a du sens, ça crée aussi un problème. Mais comme je viens de te citer, tous ces pays-là, je ne pense pas que Bamako, entre guillemets, tout le temps été pris par des rebelles. Je ne pense pas que Niger était tout le temps pris par des rebelles. Il y avait sûrement des régions qui étaient, entre guillemets, ici, prises par des rebelles, mais je ne pense pas que c'était tous les pays. Et je ne pense pas vraiment que c'est une excuse, au fait, par exemple, qu'on ne soit pas encore développé. Je comprends ton point de vue. Ce n'est pas pour te contredire, mais juste apporter une petite nuance dans ce que tu dis. Lorsqu'il y a un conflit armé dans un pays, les priorités du gouvernement changent, par exemple. La balance ou la pondération du budget, par exemple, peut shifter. Un exemple concret, tu prends un pays qui est en conflit, son budget, il y aura une grosse partie qui sera allouée à la défense. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire il faut qu'on défende notre souveraineté nationale. Il faut qu'on s'arme beaucoup plus pour lutter contre les rebelles ou contre les djihadistes, peu importe. Mais quand il y a un conflit, les priorités du gouvernement changent. Ce qui fait que durant une période donnée, ils peuvent allouer plus d'argent au secteur de la défense, par exemple, qu'à l'éducation ou à la santé, par exemple. Oui. Et ça, pendant ce temps-là, la santé et l'éducation, ils auront un retard, tu vois. Et si tu as la place des gouvernants, tu peux te dire, OK, c'est une excuse qui est valable, c'est légitime,
on est en danger, on est en guerre, il faut se défendre. Et pendant ce temps-là, du coup, toute la priorité du peuple, c'est la sécurité et la paix. Maintenant, prends un pays qui connaît plusieurs cycles de conflits, par exemple. Donc, ça veut dire que son budget change plusieurs fois aussi. Tandis que si c'est un pays stable, les budgets sont bien alloués et aussi, ils investissent comme il se doit dans les différents secteurs pour pouvoir améliorer les conditions de vie. Oui. Donc ça, c'est pour te dire que les conflits ont un rôle majeur aussi sur comment est-ce qu'on développe un pays. Récemment, j'ai suivi l'interview de Jean-Pierre Bemba, de ton pays justement, sur la chaîne Top Congo, oui. Où il disait aussi que les finances actuellement du Congo, la priorité c'est l'Est, donc le Nord et le Sud Kivu qui sont occupés par les rebelles par exemple. Oui. Ça c'est un exemple concret pour te dire qu'effectivement, quand il y a un conflit, les priorités changent et quand les priorités changent, après il faudra encore les revoir et ça crée un petit décalage entre ce qu'on voulait accomplir et où est-ce qu'on est aujourd'hui. Mais, vu comme ça, c'est comme si techniquement, en tout cas la plupart des pays africains ne vont jamais se développer alors. Moi, je pense que c'est lié à la paix aussi. Pour développer un pays, il faut la paix et la stabilité. Donc, un exemple, le Rwanda. Je sais que tu es congolais, mais quand... C'est un sujet tabou. Voilà. Quand un travail est bien fait, il faut quand même le reconnaître. Oui. Le Rwanda, dans les années 90, ils ont eu le génocide. Il y a eu plusieurs ONG et l'ONU qui sont partis aussi chez eux avec de l'aide humanitaire et tout ça. Mais le Rwanda n'a pas demeuré dans les aides humanitaires. Ils n'ont pas vécu avec ça. Et Kagame, justement, a eu une vision pour pouvoir changer son pays. Après, on peut débattre sur le système politique, est-ce que c'est démocratique ou autoritaire. Ça c'est un débat aussi. Si tu veux, je suis d'accord pour en discuter une autre fois. Mais ouais, pour te dire que, OK, on peut passer aussi d'un génocide au plan national à un pays exemplaire sur le continent en moins de 30 ans, par exemple. C'est faisable. Si le Rwanda l'a fait, pourquoi pas d'autres ne le feront pas? Et le Rwanda, depuis le génocide, ils ont quand même eu une certaine stabilité sécuritaire. Ils ont eu une paix pour pouvoir faire ce qu'ils font là. Donc tu vois, ça montre que, OK, quand tu es en paix, quand tu es en sécurité, tu as plus la tête tranquille et les finances tranquilles pour faire autre chose et pour changer ton pays. Mais est-ce que, restons juste par exemple avec l'exemple du Rwanda. Tu as parlé de stabilité. Est-ce que cette stabilité aussi n'est pas liée au fait qu'il y avait juste un seul visage politique? Alors, c'est un gros débat. Moi, j'ai posé la question à un de mes profs pour savoir, est-ce que pour développer un pays, il faut forcément la démocratie? Est-ce que la démocratie, si on prend l'exemple de Singapour, on prend l'exemple de la Chine. Très, très, très bon exemple, justement. Et j'ai posé la question durant mon cours sur l'Asie, justement, pour savoir, est-ce que, OK, ces pays, ils sont très développés, ils sont exemplaires, ils ont une très bonne économie, mais ils n'ont pas forcément un système démocratique. Il y en a beaucoup qui sont, ou qui peuvent être vus comme des systèmes politiques autoritaires. Mais tant que le travail est fait et que leur pays est parmi les meilleurs, la population est plus ou moins tranquille avec ça. Donc on peut se questionner de savoir est-ce que la démocratie est le système le mieux adapté pour nos pays africains. C'est une question aussi. On peut en faire un débat si tu veux, mais il y a des exemples concrets où un système autoritaire a réussi et aussi des exemples concrets où la démocratie a aussi permis une croissance économique optimale aussi. Donc je pense que moi, honnêtement, je ne veux pas qu'on soit dans le débat de démocratie ou autoritaire, mais surtout, quelle est la vision que tu as pour ton pays et comment est-ce que tu fais pour mettre ça en place? Et si vraiment tu fais ton travail comme il se doit, normalement, les gens de ton pays ne devraient pas se révolter contre toi parce que tu réponds à leurs besoins, parce que tu fais ce que tu as promis de faire. C'est ça. Parlons, restons toujours sur l'exemple du Rwanda. Les Rwandais, comme tu as dit, après les génocides, tout ça, il y avait un cas. Même avant ça, c'était pas non plus parmi les top des pays, c'était parmi les pays les plus pauvres au monde. Et même en Afrique, c'était parmi les pays les plus pauvres en Afrique, même avant les génocides, tout ça. Après les génocides, il y a eu cette tragédie qui s'est passée. Puis là, ils ont reçu beaucoup d'aide internationale quand même. Leur budget, c'était à 70, 60%, 80%. Définitivement. C'était toujours les aides internationales. Puis nous avons les exemples, par exemple, des pays comme la République démocratique du Congo, que je maîtrise bien. Nous avons aussi beaucoup d'aide internationale, nous avons beaucoup de programmes avec les FMI, avec la Banque mondiale.
Nous avons eu beaucoup de milliards de dollars, entre guillemets. On va restructurer l'administration, on va restructurer tel domaine. Comment ça se fait, par exemple, qu'avec l'aide internationale, nous avons l'exemple du Rwanda, qui, dans une certaine mesure, est arrivé quand même à se sortir du gouffre. Puis nous avons un autre pays comme le Congo, par exemple, qui a reçu quand même aussi de l'aide internationale, beaucoup d'ailleurs, et qui est toujours au niveau où il en est aujourd'hui. Alors, je pense que c'est une très bonne question. Je vois que tu t'es très bien préparé aujourd'hui pour moi. C'est très apprécié. Mais je dirais, ça dépend de... Comment est-ce que les Rwandais se voyaient? Est-ce qu'ils ont honte de dépendre à long terme de l'aide? Est-ce que pour eux, ça veut dire que leur souveraineté est en danger s'ils dépendent beaucoup de l'aide internationale? Ou est-ce qu'ils sont à l'aise dans ça? De ce qu'on voit, l'histoire a prouvé que, décidément, ce n'est pas le cas pour eux. Ils ont voulu eux-mêmes changer leur narratif, avoir leur propre histoire, avoir une propre économie solide. Et dans ce cas, je pense que le Congo, où tu me dis qu'il y a toujours de l'aide qui passe là-bas, parfois, les gens qui gèrent cette aide-là, financière, du coup, ils sont aussi corrompus. Ils aiment détourner ça. Comme, disons qu'un pays où l'ONU donne 10 millions de dollars au Congo, par exemple, et que les gens qui gèrent cet argent-là, s'ils sont à l'aise à voler l'argent, ils vont en vouloir encore plus. Ils vont vouloir à ce que les problèmes restent comme ça. Et comme ça, ils ont plus de financement qui viennent de l'étranger. Et puis eux, ils pourront facilement extraire un peu pour eux. Je pense que ça peut être une excuse. Tu es mieux placé pour me dire pourquoi. Est-ce que tu penses techniquement que l'aide qu'on reçoit, prenons juste d'abord, ne parlons même pas du IFM ou de la Banque mondiale, parlons par exemple de l'aide qu'on reçoit, que ce soit par exemple au travers des programmes des États-Unis, c'est l'USAID, nous avons aussi l'Agence de développement, la France ici, je pense, nous avons aussi la Belgique qui a aussi ces agences de développement un peu partout dans le monde. Est-ce que tu penses réellement que ces pays-là ont intérêt à ce que l'aide qu'ils apportent aux pays africains fasse réellement quelque chose dans ces pays africains-là? Alors, oui et non. Ça dépend de ce qu'ils font parce qu'il y a des pays qui utilisent l'aide comme un agenda politique. Donc, ils passent à travers de l'aide pour faire autre chose dans les pays visés. Et il y a eu plusieurs cas comme ça. Mais il y a des pays aussi qui sont sincèrement comme donateurs, là, pour la bonne cause aussi. Maintenant, la question, c'est de se dire, OK, qui sont ces pays-là qui nous donnent de l'aide? Pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent à nous? Est-ce que c'est une aide conditionnée ou est-ce que c'est juste une donation qu'on nous fait pour qu'on puisse gérer notre problème? Si c'est une aide conditionnée, le pays donateur va dire par exemple, OK, on va donner, disons, 5 millions de dollars, par exemple, pour ton problème, mais en retour, on veut que tu inclues telle loi dans ta constitution, par exemple. Donc on vient chez toi, on te dit, OK, tu as un souci, il n'y a pas de problème, on peut te dépanner, t'inquiète, mais en retour, on veut juste que tu changes cette loi-là. Parce qu'on veut que ta constitution ressemble à la nôtre. Tu vois? Donc dans ce cas-là, c'est un agenda politique qui vient d'ailleurs pour pouvoir un peu changer les choses chez toi. Donc on donne de l'argent, mais ce n'est pas gratuitement. Et là, du coup, les gouvernements doivent être assez prudents et attentifs envers ceux qui donnent l'aide ou ceux qui apportent l'aide chez eux. Et parfois, ça peut aussi être une aide militaire. Ça peut aussi comme être plus technique dans le sens où, disons, la Belgique pourrait former des militaires au Niger, par exemple, aussi. Pendant mon programme, j'ai quand même eu l'opportunité de faire beaucoup de visites d'ambassade où j'ai pu parler avec des diplomates. Et j'ai appris beaucoup de choses sur comment est-ce que les relations internationales fonctionnent aussi, comment est-ce que les relations bilatérales fonctionnent entre les pays et quel type d'aide ou quel type de flux économique a lieu entre les pays. Donc, quand c'est l'aide militaire, par exemple, on va plus former des gens sur place parce que le pays, disons que le Niger ou le Tchad peut demander ça, par exemple, pour renforcer son armée. Ça, c'est pas mauvais. Mais dans le cas où la contrepartie est abusive, où elle est beaucoup plus sournoise, où elle est en cachette, ça, il faut s'en méfier. Malheureusement, tu ne peux pas forcément déceler ça tout d'un coup comme ça. Ça a le temps que tu pourras voir les effets néfastes. Mais les pays africains ne doivent pas forcément dépendre de l'aide. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que ça nuit aussi à notre souveraineté. Parce que la main qui donne
est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Et si moi je te finance beaucoup, je peux facilement t'influencer aussi. Est-ce que tu penses d'ailleurs, tu en parles déjà d'ailleurs, mais est-ce que tu penses que les termes aides devraient encore être d'actualité dans les rapports qu'on a par exemple avec quoi ici, l'Occident, qu'a l'Afrique avec l'Occident? Ok, tu voudrais qu'on change de terme peut-être? Quand je parle de changer les termes, ce n'est pas juste changer les termes, mais changer des visions. Est-ce que en tant que... Prenons l'exemple du Congo par exemple, pour être plus concret. Nous sommes les premiers producteurs, entre guillemets, je pense, si je ne me trompe pas, des cobalt au monde. Nous avons les cuivres, nous avons quoi ici, du zinc, nous avons aussi du coltan. Nous sommes les premiers producteurs aussi, je pense, des coltans au monde. Nous avons de l'or, nous avons de l'uranium aussi. Est-ce qu'avec tout ça comme potentialité, avec tout ça comme ressource, nous avons quand même encore besoin d'aide pour construire une école dans un petit village, pour construire un dispensaire, pour, je ne sais pas moi. Récemment, j'étais... je pense même, ça fait quoi, 1 année ou 2 ans, si je ne me trompe pas, je voyais que notre cour, la cour constitutionnelle, la plus haute cour, entre guillemets, quoi, ici, dans mon pays, elle avait été rénovée par l'Union européenne. Ouais. Tu vois, et on ne parle pas d'une rénovation de 50 millions, de 500 millions, c'est juste remettre un peu de peinture, quoi, ici, installer un peu les choses. Je sais pas combien ça avait coûté, mais je ne pense pas que c'était au-delà de 2-3 millions. Vous avez par exemple la plus haute cour dans votre pays, comme tu étais en train de parler même de c'est une question sur des souverainetés, qui est entre guillemets refaite ou peut-être, comment on peut dire, construite par l'Union européenne. Nous sommes en train de parler de l'Afrique, les sièges de l'Union africaine par exemple. Ce ne sont pas les pays africains qui ont construit les sièges de l'Union africaine. Il y avait même un scandale par rapport au système d'écoute apparemment, qui avait même aussi au siège de l'Union africaine. Est-ce qu'avec tout ça techniquement, on ne perd pas un peu de notre dignité, entre guillemets, en disant que nous avons besoin d'aide ou que nous sommes en train de recevoir l'aide ou en parlant de la gestion de l'aide? Est-ce qu'on en a réellement besoin? Ce n'est pas juste un aveu, entre guillemets, d'irresponsabilité de notre part que de recevoir d'avoir encore 20% des parts d'aide dans nos budgets, 30%, 40%, dépendamment des pays. Tu ne penses pas que c'est assez humiliant? Ouais, c'est de très bons points que tu as soulevés. Avant d'aller sur le Congo, l'Union africaine est aussi financée par l'Union européenne. Donc, son budget, il y a aussi l'Union européenne qui est là-dedans. La BAD aussi, il y a des actionnaires qui ne sont pas aussi africains là-dedans. Oui. Comme les Américains, les Allemands, les Japonais par exemple. Ils sont aussi actionnaires de la BAD aussi. Maintenant, en ce qui concerne le Congo, tu as dit que, je ne sais pas si c'est l'hôpital ou l'école qui était... C'est la Cour constitutionnelle. Ok. Mais en parlant de ressources naturelles, et il y en a beaucoup, le Congo surtout. Pour moi, le Congo, si tout devait se passer comme il se doit, ça doit être parmi les top 3 pays les plus riches d'Afrique, ou même comme rivaliser les pays du monde. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les ressources qu'on a? A-t-on tous les moyens pour les extraire? Non. Peut-on les transformer sur place? Non plus. Donc qu'est-ce qu'on fait? D'autres firmes étrangères viennent chez nous, nous proposent des contrats comme quoi, OK, on va t'aider à extraire tes ressources parce que tu n'as pas les moyens de toute façon, tu n'as pas la technologie pour le faire. Donc on le fait pour toi, c'est pas gratuit. C'est Ce n'est jamais gratuit. Une fois que c'est extrait, est-ce que tu peux transformer la ressource qui a été extraite chez toi? Non. OK, d'accord. Dans ce cas, on peut t'aider encore à la transformer. Envoie ça chez nous, on va faire ça pour toi. Et puis, tu auras un petit pourcentage là. Et la plupart des pays africains, c'est ça. Comme ils n'ont pas la technologie, la connaissance ou les moyens techniques pour extraire leurs propres ressources, ni pour la transformer et du coup pour la commercialiser. Oui. On prend le cacao par exemple. Les gens nous vendent le chocolat, mais ils prennent les ressources premières chez nous pour aller et nous revendent ça plus cher. On devrait se questionner un peu, se demander, mais OK, s'ils le font, pourquoi pas nous aussi investir dans les moyens nécessaires pour extraire nos ressources, les transformer et les commercialiser. Donc si chaque pays africain arrive à faire ça, on serait moins dépendant des autres. Ce qui va dire que notre souveraineté sera plus renforcée parce qu'on peut nous-mêmes faire nos choses à la maison. Le Botswana est un exemple parfait pour ça. Avec les diamants? Oui, ils sont très riches en diamants. Oui. Et ça se transforme à la maison. Oui. Tu vois? Ou même si les étrangers viennent, ils le font en collaboration. Pour moi, ça c'est la meilleure manière de fonctionner. Pas forcément tout confier aux autres, mais se dire, OK, même si on n'a pas les moyens,
on va faire comme 50-50. Et là, du coup, de cette manière-là, les locaux, ils apprennent également la connaissance, ils peuvent la transmettre à leurs concitoyens plus tard. Ce qui fait que le pays peut facilement être indépendant. Mais les pays qui n'arrivent pas à faire ça, du coup, ils dépendent de A à Z des autres, quoi, pour les ressources. Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour être au contrôle de leurs finances? C'est difficile de concevoir ça. Et moi, c'est like, on va toujours d'abord un peu rester au Congo, par exemple. Comme je disais, nous avons l'or, les cobaltes, les diamants, tout ce qu'on peut citer, entre guillemets, les terres rares, nous en avons aussi, tout ce qu'on peut citer. Mais comme tu étais en train de dire, par exemple, nous avons la Gécamine qui est quoi ici, l'entreprise d'État, l'entreprise publique qui gère, entre guillemets, tout ce qui, la plupart en tout cas de nos carrières et autres, de nos mines et autres, qui a vendu, entre guillemets, la majeure partie, entre guillemets, de ces mines-là, Glencore par exemple, tout ça, majoritairement, au pays qui est parmi les tops. Et nous nous retrouvons dans une situation où, par exemple, they are making money là où nous-mêmes, on n'était plus à mesure, entre guillemets, de produire de l'argent. C'est-à-dire, nous avions des mines, puis à un certain moment, nous nous sommes dit, il n'y a plus rien, on a vendu ça à 1 million. On a vendu ça, puis 2 mois après, cette mine-là a été revendue par l'acheteur à 1 milliard de dollars, par exemple. Et la fois passée, j'étais en train de suivre Albert Youma, par exemple, qui je sais pas, je pense qu'il était président du conseil d'administration de la Gécamine, puis aussi de la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, qui a géré la Gécamine pendant longtemps. Il était à la tête de la Gécamine pendant longtemps. Et il disait, je ne sais même pas si j'étais à sa place, je n'aurais même pas dit ça. Il disait à sa honte pour dire, par exemple, que la Gécamine, nous avons vendu parfois des carrés miniers à, c'est pas moi, 100 fois moins que ça nous valait. On vend ça aujourd'hui, puis les jours d'après, l'entreprise qui a acheté ça revend ça 100 fois plus, par exemple, que les prix auxquels la Gécamine, par exemple, ici, avait vendu les carrés miniers. Et le problème, c'est qu'il était président du conseil d'administration. Et là, quand tu vois les prix auxquels c'est vendu, puis la valeur que ça prend juste une journée après, sans qu'il n'y ait aucun travail, rien, c'est là où tu te rends compte que nous sommes mauvais comme peuple. C'est ça, il faut connaître aussi comme la valeur de ce qu'on possède. Si tu ne connais pas la valeur de combien ça vaut, tu peux vendre ça à un prix... Mais je pense que nous sommes au courant. Ouais. Je pense que dans les cas du Congo, par exemple, je pense que nous étions bien au courant. Je pense qu'il y a eu juste des magouilles. Dans ce cas, pourquoi il ne l'a pas vendu au prix auquel il fallait le vendre? Les problèmes, c'est... On allait même d'ailleurs entrer sur... On va même directement y entrer. Nous avons la matière première. Nous savons, comme tu as dit, nous n'avons pas la connaissance pour transformer cela. Nous n'avons pas la technologie pour transformer cela, par exemple. C'est-à-dire que cette matière première ne vaut rien quand il y a encore matière première. C'est-à-dire si les États-Unis, la Chine, la France, tous les pays qui utilisent cette matière première-là disent non, ne vous l'achetez pas, on peut l'avoir, mais si on n'a pas la connaissance pour transformer et les outils, ça ne vaut rien. Ça reste juste du potentiel, littéralement. Et à un certain moment, nous nous sommes dit, pourquoi pas juste, au lieu de garder ça sans rien faire avec, on va même juste vendre ça à un vide prix. Quand vous avez, entre guillemets, par exemple, les États-Unis, en 2001, juste un exemple concret, je pense que c'était, c'est pas en 2001, je pense que c'était en 98-99, lorsque Mosé prend les pouvoirs, il n'y avait pas d'argent dans la caisse. À moins que je me trompe, mais nous sommes allés vers la Banque mondiale pour dire, guys, nous n'avons pas d'argent. Nous avons vraiment besoin d'aide. Parmi les conditions qui nous ont été données, ça, j'ai suivi ça dans un documentaire, là, puis j'ai aussi lu des ouvrages par rapport à ça, c'était qu'il fallait laisser littéralement la gestion, entre guillemets, de plusieurs carrés miniers, de plusieurs mines là, donner ça, entre guillemets, à des compagnies étrangères, donner sur 50 ans, sur 100 ans, tout ça. Et quand tu vois la valorisation que les FMI, la Banque mondiale, avait mis sur nos assets, tu te dis ce n'est pas juste un problème des Congolais, mais c'est, je pense aussi, ils ne voulaient clairement pas ce que nous soyons développés. Quand vous avez des assets, entre guillemets, qui valent 1000 milliards, ça c'est juste un exemple, qui valent 1000 milliards de dollars, mais on les met sur les marchés à 1 milliard de dollars. Et là, c'est la Banque mondiale. Ce n'est même pas pour dire que c'était les Congolais entre nous qui... C'est la Banque mondiale qui vous dit, ça vaut tel montant, vous allez vendre ça à tel montant, à telle entreprise, il va prendre la gestion pendant 30 ans. Nous, techniquement, ça va nous assurer que vous aurez quand même... Ils vont payer leurs impôts, ils vont payer les taxes et autres, par exemple. Ça va quand même renflouer vos caisses, puis là, nous pouvons vous soutenir. Et là, c'est la FMI, la Banque mondiale qui sont en train de faire ça. Ouais, et dans certains cas, on n'a pas un mot à dire là-dedans. On n'avait rien. On est juste preneur, quoi, de l'offre. Et là, on parlait tout à l'heure de souveraineté. Mais si tu es souverain, c'est ton pays, ce sont tes terres, ce sont tes ressources. Tu décides combien ça vaut, quoi.
Si tout doit passer, ou si la valeur doit être attribuée forcément par la Banque mondiale ou le FMI, par exemple, c'est quand même difficile de pouvoir avancer comme tu le souhaites. Souvent, tu es contraint. Et même, on parlait de l'aide tout à l'heure, là. Quand un pays ou, je sais pas, une institution onusienne vient dans ton pays, par exemple, il y a des conditions que tu dois remplir aussi. Même si on donne de l'argent ou on te prête de l'argent, à la fin, il faut que tu fasses un rapport. Il faut que tu respectes certains critères. Donc, les conditions. Mais maintenant, est-ce que ces conditions-là, c'est ce que toi, tu veux avoir? Est-ce que quand la Banque mondiale prête au Congo, par exemple, avec ces conditions, est-ce que la Banque centrale congolaise a aussi prévu d'avoir ces conditions-là de la Banque mondiale ou du FMI à la maison? Je pense Généralement, pas. non. Est-ce que les politiques monétaires ou les politiques budgétaires du Congo concordent avec les conditions du FMI ou de la Banque mondiale? Je ne pense pas forcément. Souvent, on s'adapte à ce qu'on nous donne. Et à force de s'adapter, on oublie les réalités du terrain. Maintenant, il faut connaître d'abord c'est quoi notre besoin actuel, c'est quoi les problèmes qui minent le pays et comment est-ce qu'on peut concevoir la réponse adéquate pour ça. Et ça, ce n'est pas en suivant les conditions extérieures qu'on va pouvoir y arriver à un changement durable, quoi. L'exemple avec les Burkina Faso, on en parlait avant. Je sais que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire actuellement les nouvelles aéroports, les hôpitaux, l'université, les collèges, tout ça, l'école primaire gratuite. Ils sont en train de financer, entre guillemets, à moins que je me trompe, mais récemment j'avais suivi qu'ils finançaient les étudiants qui étaient ici aux études, je pense. Il y avait une bourse là qu'ils donnaient chaque mois ici aux étudiants, tout ça. Et alors, techniquement, qu'on nous disait que c'était parmi les pays les plus pauvres, que même pas qu'on nous disait, sur les papiers, on voyait que c'était parmi les pays les plus pauvres. Mais ils avaient quand même de l'or, ils avaient quand même du coton, ils avaient quand même du bétail et autres. Mais aujourd'hui, alors qu'ils sont entre guillemets enclavés dans une certaine mesure avec toutes les sanctions qu'il y a sur les pays, ils arrivent à se développer à ces points-là avec les ressources qu'ils ont. Pour toi, c'est quoi leur secret? Alors, même pour revenir au classement qu'on fait, qui conçoit ces critères-là de classement? Au début, je disais que pour faire mon programme, il faut avoir un esprit critique. Oui. Donc, si je me dis juste, OK, d'après la Banque mondiale, le Tchad, c'est le dernier pays du monde, ou le Burkina Faso, c'est le dernier pays le plus... On voit la production intérieure brute. Oui, OK, mais c'est qui a dit que ces critères-là sont les critères comme indéniables ou indiscutables à voir? Tu vois, est-ce que ces critères prennent en compte les réalités de chez nous ou est-ce que ça prend en compte aussi les réalités des autres? Donc, se demander ça aussi. Maintenant, quand tu me dis, oui, le Burkina Faso a été considéré comme un pays pauvre, mais maintenant, il s'en sort très bien. Oui, là, ça choque beaucoup de gens parce qu'ils se disent, oh, finalement, ils peuvent aussi gérer ça avec ce qu'ils ont. Avec les ressources, le peu qu'ils ont, ils arrivent à accroître leur croissance ou encore à améliorer leurs conditions de vie. Moi, je salue beaucoup ce que le Burkina Faso fait. C'est un exemple qui se construit en Afrique. Et avec le Niger et le Mali, ils ont dit qu'ils vont bientôt mettre en place une banque commune pour les pays de l'AES. Donc, je pense que parfois, le changement peut être radical, mais c'est en étant radical aussi qu'on peut voir avec le temps, justement, parce que peut-être que là, c'est un peu plus tôt pour juger de la pertinence de tout ça. Oui, ou encore la réussite de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Mais de ce qu'on voit déjà, c'est pas si mal. Ça montre que les pays africains peuvent aussi eux-mêmes changer leur narratif aussi. Pas forcément attendre à ce que les autres puissent dire que vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, mais vous aussi écrivez votre propre histoire avec vos propres réalités. C'est important ça. Penses-tu par exemple qu'on devrait programmer par exemple notre détachement entre guillemets, en tout ce qui concerne les aides, il faudrait y aller de manière brusque pour dire on arrête aujourd'hui? Ou tu penses qu'il faudrait planifier ça petit à petit? Si le pays est en crise, OK. C'est vrai que là, on a un regard critique envers l'aide, mais c'est un peu les gens aussi qui sont... Il y en a qui pensent que l'ONU ne sert à rien et qu'il faut la démanteler. Si le pays est dans une crise catastrophique et que c'est aussi la crise économique, qu'il n'y a pas de fonds, dans ce cas, une aide qui est bien accompagnée et bien structurée peut être une bonne réponse à court terme. Pourquoi à court terme? C'est pour ne pas dire que, OK, il faut avoir en tête que l'aide est une ressource nécessaire pour nous, pour notre changement. Parce qu'à la longue, on ne veut pas vivre avec de l'aide. Plus tard, moi, je veux que les pays africains soient si développés, si indépendants, qu'ils puissent eux-mêmes se financer. Que les pays africains eux-mêmes puissent être solidaires envers eux. S'il y a un souci, je
pas, le Tchad peut venir en aide au Congo peut venir en aide au Tchad, par exemple, vice-versa. Ou que l'Union africaine soit financée par nous-mêmes d'abord aussi. Mais si on n'arrive pas déjà juste à financer le fonctionnement de l'Union africaine, est-ce qu'on va financer, entre guillemets, le fonctionnement des États? Tu vois? Donc, c'est ça aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup de travail d'unité aussi à faire. Donc, renforcer l'unité africaine, la solidarité africaine, la coopération intra-africaine aussi. Et ça passe par un travail assez minutieux sur le plan économique, mais aussi sur le plan de la gouvernance aussi. Oui, oui. Ouais. Rentrons quoi ici, au niveau de l'AES, par exemple, nous avons le Mali, nous avons quoi ici, Burkina Faso, puis nous avons aussi le Niger. Au niveau sous-régional, par exemple, ils étaient carrément exclus dans une certaine mesure. Tout ce qui était comme transaction, par exemple, quoi ici, transfrontalier entre les 3 pays, puis quoi ici, au niveau sous-régional, il y avait même beaucoup de problèmes avec la Côte d'Ivoire. On disait que la Côte d'Ivoire voulait aller envoyer ses militaires là pour renverser les pouvoirs ou des trucs comme ça. Même les Nigériens aussi, à un certain moment, on parlait de ça. Est-ce que tu penses réellement qu'à long terme, ces blocs-là de ces 3 dans la région, ce sont quand même petits comparés aux autres, entre guillemets, qu'ils soient compte tenu de la superficie, même économiquement parlant. De l'autre côté, quand même, la CEDEAO, nous avons le Nigeria, nous avons la Côte d'Ivoire, le Sénégal, c'est quand même des grandes économies. Est-ce que tu penses qu'ils vont pouvoir s'en sortir? Alors, ça c'est une très bonne question. C'est vrai qu'on ne peut pas comparer la CEDEAO avec tous les pays qui la renferment, avec les pays de l'AES, mais je pense qu'il y a bien une raison pour laquelle ces pays de l'AES sont sortis de la CEDEAO. Ils avaient leur raison pour quitter la CEDEAO. Parce que pour eux, ils ne se sentaient pas forcément à l'aise ou libres de leurs propres actions. Ils pensent qu'il y a des puissances étrangères qui se sont incrustées dans la gestion de la CEDEAO et que ce n'est pas forcément avec des ambitions panafricaines que les choses se faisaient. Donc eux, à leur truc, ils veulent apporter tous les 3 une seule voix africaine à leur cause. Et aujourd'hui, je pense que même dans la lutte contre le terrorisme, ils le font à 3 aussi. Ils ont créé une armée commune. Ils ont un passeport commun aussi, bientôt une banque commune aussi. Jusque-là, ils n'ont pas forcément déclaré faillite ou le pays, il n'y a pas un pays qui a dit « Oh, on n'en peut plus, on est dans la faillite, excusez-nous, on veut revenir dans la CEDEAO ». J'en ai pas encore vu. Ils se battent comme ils peuvent. Et je pense que c'est le début d'un changement et c'est très tôt de les juger. Après, j'ai suivi un entretien avec le ministre des Affaires étrangères malien. Il est très performant, le mec. Abdoulaye Diop. Il est performant. Abdoulaye Diop. Et puis, c'était avec Alain Foka, justement. Puis Alain Foka a évoqué la question des élections. Et puis, il a posé une question qui m'a un peu marqué. Il a dit, est-ce qu'actuellement, en Ukraine, on parle d'élections? Parce que c'est un pays en guerre, tu vois. C'est un pays qui est en conflit. Est-ce qu'on parle d'élections en Ukraine? La réponse est non. Actuellement, toutes les priorités de l'Ukraine sont axées sur la défense et la sécurité du pays. Le Mali, la priorité aussi, c'est la lutte contre le terrorisme et les djihadistes. Et souvent, on va prendre cette question d'élection-là pour comme venir dire « Oh, ça fait 1 an que tu es là, tu as pris le pouvoir. » Il faut rendre ça aussi vite. Tu vois? Mais si le pays est en crise et qu'il y a vraiment une guerre dans le pays, je pense que la priorité, ce n'est pas les élections forcément. Tu vois? Donc, parfois, on a une certaine manière de voir les choses, mais qui nous a été un peu, petit à petit, soufflée par d'autres personnes qui voulaient un peu donner une image un peu négative de nous. Donc, l'AES, honnêtement, moi, j'ai hâte de voir la suite, comment ça se passe. D'ici 5 ans, 10 ans, on verra bien comment est-ce que ça avance économiquement. Aussi, j'aime bien le Burkina Faso parce qu'ils ont mis en place je ne sais pas si c'est un système, mais il y a une volonté de pouvoir transformer l'agriculture aussi chez eux. Et ça favorise aussi l'autosuffisance alimentaire. Et ça, c'est crucial pour moi. Si, en sortant de la CEDEAO, ils peuvent devenir autosuffisants sur le plan alimentaire, why not? Pourquoi pas le faire? S'ils peuvent renforcer leurs hôpitaux ou l'éducation aussi, par exemple, pourquoi pas, tu vois? Donc, c'est pas forcément mauvais, mais après, il faut aussi... Il faut pas que... Comment ils ont pris le pouvoir J'allais même en venir là, c'est... Oui, comment ils ont pris le pouvoir, il ne faut pas que ça devienne une méthode africaine. Il ne faut pas que les militaires se lèvent toujours du jour au lendemain, coup d'État par-ci, par-là, et puis
parce qu'on n'aime pas ce qui se passe au pays, on va faire un coup d'État, par exemple. Ouais, ma crainte, c'est que ça devienne un mode de fonctionnement africain et que les gens prennent ça comme exemple et que ça se multiplie dans plusieurs pays. Ce serait très dommage qu'on ait ça parce que ça va causer beaucoup de retard, comme on l'a mentionné au début du podcast. Plus il y a de conflits, plus il y a de retard et la croissance va prendre beaucoup de temps. Mais comment ne pas avoir des coups d'État quand, je ne sais pas si tu as suivi ça récemment au Mali, il y a un projet de loi, je ne sais pas si c'est déjà voté comme loi, où littéralement le président risque d'être président à vie, jusqu'à ce qu'entre guillemets, il résolve la problématique de la guerre. On ne va pas parler d'élection. Je ne sais pas si tu as suivi ça, moi j'ai suivi ça, c'était avant-hier, je ne me trompe pas, où il y avait, je pense, un projet de loi comme ça qui était déjà passé en Conseil des ministres, si je ne me trompe pas, puis il devait passer quoi, ici, au niveau de l'air, quoi, ici, à l'Assemblée constituante, quelque chose comme ça, pour être voté, qui allait permettre au président de rester là, littéralement, entre guillemets, à vie sans limite de mandat. Jusqu'à ce que techniquement, lui-même décide pour dire, là, je pense, nous avons rétabli la paix, là, on peut parler maintenant d'élection. Est-ce que tu parles du Mali ou tu parles du Togo là? Non, là, je parle du Mali. Le Togo, ça, c'est un autre système, ils ont changé la constitution. Mais là, je parle du Mali. Okay. Ça je n'étais pas au courant de ça, mais... Okay. Mais là, le Togo, tu en penses quoi? Le Togo, j'en pense quoi? Il est devenu quoi? président du Conseil. Ouais. Écoute, les pays africains, la Constitution, c'est toute une histoire. Donc, au moins, il n'est plus président de la République. Ouais. Vous ne pouvez pas l'en vouloir. Tu sais, la Constitution, c'est l'une des choses... Aussi, la plupart des Africains, ils ne connaissent pas leur Constitution. Bon, ça c'est vrai. Les habitants. La population, la grande partie ne connaît pas la Constitution. Oui. Je n'ai pas de statistiques pour prouver ce que je dis, mais c'est souvent quand le président va vouloir comme, faire des petites manigances que là, on va dire « Oh, mais est-ce que cette loi existait avant ?» On ne savait pas, tu vois. Donc, je pense quoi du Togo je pense que ce n'est pas la première fois qu'on voit que la Constitution est révisée. Chez moi aussi, notre défunt président, Idriss Déby Itno, il a dit dans une interview, je pense avec France 24 ou RFI, je ne sais plus, il a dit qu'il y a une période où il voulait laisser le pouvoir, mais que la France a envoyé un constitutionnaliste pour venir au Tchad, pour lui dire qu'il faut rester, ils ont changé la Constitution. Oh, j'avais suivi cet entretien-là, oui. J'avais suivi cet entretien. Donc là, c'est un président qui le dit à haute voix, devant les caméras, qu'une puissance étrangère l'a encouragé à rester au pouvoir. Donc là, tu peux demander, OK, quelle marge de manœuvre nos présidents ou nos dirigeants africains ont réellement? Surtout ceux qui dirigent les pays qui étaient des anciennes colonies, par exemple. Alors, c'est des questions à se poser. Est-ce que nos présidents sont-ils vraiment libres de leur choix? Est-ce que toutes les décisions ou est-ce que toutes les priorités qui sont prises pour les pays sont délibérément prises par ces présidents-là? Ou est-ce qu'il y a-t-il des gens qui leur soufflent à l'oreille des choses à faire ou à suivre, par exemple? Donc, la politique est complexe. D'un point de vue extérieur, on ne peut pas tout voir. Mais aussi, un truc que je voudrais mentionner ici, c'est que souvent, la politique a causé beaucoup de conflits également, que ce soit entre des ethnies ou encore des conflits intercommunautaires, par exemple. C'est parce que les gens en Afrique, ils ne votent pas les candidats aux élections présidentielles en évaluant leur programme politique, mais surtout par affinité ethnique ou par affinité religieuse, par exemple. Tu vois? Donc, celui qui est au pouvoir, disons par exemple, il va dire, OK, peut-être il va vouloir favoriser les gens qui viennent de chez lui. Donc, tu pourrais avoir dans certains pays africains que les choses sont plus développées dans certaines villes que d'autres, par exemple, ou encore dans la répartition du pouvoir, certains postes sont plus occupés par une ethnie que d'autres. Mais est-ce qu'on peut les en vouloir pour ça? Je vais m'expliquer. Techniquement, nous, c'était la plupart en tout cas des pays, mis à part je pense le Congo c'est une exception, c'est vraiment un cas d'école, mais la plupart des pays, par exemple l'Afrique de l'Ouest et autres, généralement ça s'est créé, les pays ont été formés entre guillemets en séparant littéralement quoi ici, des tribus, des ethnies, des gens qui vivaient déjà ensemble. Tu vas voir, ce sont les mêmes communautés qui sont au Mali, qui sont au Burkina Faso, c'est presque la même chose dans une certaine mesure. Nous avons même, il y a la polémique autour de la nationalité là, du président Ouattara. On disait non, il était du Faso, non, il est du... Là, techniquement, ce sont les mêmes gens, dans une certaine mesure.
mis à part les frontières, là, ce sont les mêmes ethnies, ce sont les mêmes tribus, ils parlent la même langue de ces côtés, à certaines variations. Mais là, ça fait que... je ne te parle pas de la répartition géographique. J'étais en train d'en venir au point. Qu'est-ce que je dis par là? Ça veut dire, pour moi, c'est dès le départ, nous étions, entre guillemets, des gens qui étions, comment on peut dire, liés par notre tribu, ou par notre ethnie, ou par notre royaume en ces temps-là. C'est-à-dire que ce n'est pas plus qu'aujourd'hui, nous avons maintenant un pays, que ça part. Que c'est ces réflexes-là pour dire, ça c'est mon frère, puisque venons du même village, ou la même tribu, ou de la même ethnie. On ne peut pas supprimer ça, puisque maintenant nous avons une république. La république nous a été imposée. Les systèmes républicains, ça nous a été imposé, c'est-à-dire dès le départ, nous n'étions pas républicains, on ne votait pas. En tout cas, nous avons des rois, nous avions des empereurs, nous avons des chefs de village, tout ça. Et il n'y avait pas de votes comme on les consent aujourd'hui. Donc on ne peut pas vraiment en vouloir aux gens pour dire ils sont ethniques ou quoi, puisque dès le départ, c'est comme ça qu'on s'identifiait. On ne s'identifiait pas à une nation. C'est un très bon point, j'avoue. Mais si tu viens au pouvoir en promouvant la démocratie, en disant que, OK, une fois au pouvoir, je serai démocratique, je ferai ci, je ferai ça, les affaires étatiques seront transparentes, tout ça. Et une fois sur place, maintenant, là, tu changes de discours. Ça, c'est pas un truc équitable. Je comprends ton point de vue. C'est là où je te disais au début aussi qu'on peut se demander est-ce que la démocratie est vraiment adaptée à notre continent. C'est une question. Et le débat est tout à fait légitime. On peut faire un débat sur ça. Donc, on a adopté un système qui n'était pas forcément au départ le nôtre aussi, mais ce système s'est également prouvé comme efficace dans une partie du monde. Est-ce que c'est parce que ça a marché ici que ça a marché là-bas? Après, un exemple parfait pour contredire ça, c'est le Maroc. Le Maroc qui fait un très bon travail. Et quand il y a eu le séisme au Maroc, je ne sais pas si c'était en 2023 ou 2022, mais 2023 je pense, il y a eu plusieurs pays qui ont proposé de l'aide au Maroc parce qu'il y avait des personnes qui ont été affectées par le séisme. Mais le Maroc n'a pris que 4 pays sur 60, je pense. Parce qu'ils se sont sentis assez capables de gérer leur crise eux-mêmes. Mais prends maintenant notre cas. Ce n'est pas forcément la même magnitude de séisme. Mais juste pour prendre un exemple aussi, Haïti. Haïti, c'est un pays qui m'intéresse beaucoup. J'ai également fait un projet humanitaire dans un pays voisin d'Haïti. Mais quand il y a eu le séisme en Haïti, il y a eu beaucoup d'ONG, l'ONU. L'ONU a eu 3 interventions en Haïti, mais qui n'ont pas été concluantes. Ça n'a pas été un succès. Et il y a eu des millions et des milliards de dollars investis dedans. Effectivement. Mais jusque-là, ça n'a pas forcément changé Haïti. Et également, les Haïtiens, il y en a qui disent que l'ONU et ses soldats, ou encore et ses agents, sont ceux qui ont apporté le choléra en Haïti, par exemple. Wow. Tu vois? Donc, parfois, quand le pays est fragile et qu'il dépend forcément de l'aide étrangère, ce n'est pas forcément un bon indicateur de réussite, parce que tout dépendra maintenant de comment est-ce que les dirigeants en place prévoient gérer cette aide-là. Le Maroc, avec son séisme, ils ont eux-mêmes choisi leur manière de gérer le séisme. Ce n'était pas vraiment comme une catastrophe à l'échelle de l'Haïti, mais il y a aussi quand même eu beaucoup de morts là-dedans, mais j'ai beaucoup aimé comment ils ont géré leur problème. Et puis le Maroc, c'est pas forcément un système présidentiel. C'est un roi. Voilà, et puis également, le Maroc, c'est un pays qui est très développé aujourd'hui. Mais tu ne vois pas techniquement que les Maroc, parmi les pays les plus stables, en tout cas politiquement parlant en Afrique, même lorsque nous avons eu la vague là, du printemps arabe, rien ne s'est passé presque au Maroc. Tu vois pas, puisque tu vois les autres, il y avait le système présidentiel, nous avons l'Égypte, nous avons la Libye, la Tunisie, tout ça. C'est pourquoi techniquement c'était un peu en branle. Mais les Maroc, malgré ça, c'est resté quand même pas mal stable. Tu ne penses pas que, puisqu'ils sont restés entre guillemets dans une certaine mesure fidèles à leurs origines, ben, c'est ce qui assure aussi leur stabilité? On peut dire ça aussi. Tout comme on peut également prendre des contre-exemples également. Comme quel pays? L'Afrique du Sud, aujourd'hui, ce n'est pas un roi. L'Afrique du Sud, c'est également un président. Mais je trouve assez stable, l'Afrique du Sud.
Bien sûr qu'il y a des petits conflits par là, xénophobie ici et là, mais malgré ça, ils ont eu une histoire assez difficile. Mais aujourd'hui, je pense que c'est pour moi, les plus beaux pays d'Afrique et l'un des pays les plus stables aussi. Avec leurs problèmes qui viennent avec, personne n'est parfait, aucun pays n'est parfait, mais oui, ils s'en sortent très bien. Comparé au Nigeria, l'Afrique du Sud, je pense qu'ils sont quand même très loin. Mais l'Afrique du Sud aussi, bon, ça c'est juste un avis personnel en tout cas. Les développements que nous connaissons aujourd'hui de l'Afrique du Sud, c'est avant l'apartheid. Dans le sens où, par exemple, les niveaux qu'a atteint l'Afrique du Sud, que ce soit en termes de productivité, que ce soit en termes d'industrialisation, ça ne s'est pas produit après l'apartheid, c'était avant l'apartheid. Les routes, les infrastructures, la majeure partie, c'était avant l'apartheid. Récemment, je pense, il y a 1 année ou 2 ans, ils ont eu un problème d'électricité ou ils commençaient à avoir des problèmes d'électricité. Ils avaient maintenant l'électricité 2 jours. Certaines villes avaient 2 jours par semaine, 3 jours par semaine. Tout ça, c'est techniquement, durant l'apartheid, il n'y en avait pas. Donc, je suis parmi ceux qui disent, on parle toujours de l'Afrique du Sud comme étant un exemple. Mais je suis quand même un peu sceptique. Parce que c'est pas comme si l'Afrique du Sud, Mandela, quand il a pris le pouvoir, l'a pris derrière. C'est pas comme si c'était un vide, c'est pas comme si c'était un désert, puis ils l'ont construit. Mais comment il a fait pour unifier le pays, justement, Mandela? Parce que, à part les infrastructures qu'il y avait aussi un problème racial qu'il y avait en Afrique du Sud, parce qu'il pouvait se dire, OK, maintenant que les Noirs sont au pouvoir, on va se venger contre les Blancs. Mais Mandela a toujours promu une vision assez pacifique, et aussi, il a fait de son mieux pour unifier le pays. Mais dans les pays africains, tout à l'heure, tu parlais de géographie et d'ethnie. La plupart des pays, les ethnies causent beaucoup de soucis. Je prends un exemple concret, le Soudan, qui est un pays voisin du Tchad. Oui. Le Soudan, sous Omar al-Béchir, c'est un pays où les gens du Sud, qui sont aujourd'hui le Sud-Soudan, se sentaient marginalisés parce qu'ils n'étaient pas de la même ethnie ou de la même religion que le pouvoir en place. Tu vois, ça a causé des frustrations et ça a causé une envie de pouvoir se détacher du pays, carrément. Et Mandela pouvait aussi se dire, OK, moi je suis au pouvoir, je vais juste favoriser mes frères et puis je laisse les Blancs, je vais faire la chasse aux Blancs. Ensuite, au Soudan, cela, non seulement ça a conduit à une division du Soudan en 2, je pense en 2011-2013, c'est là que le plus jeune pays au monde, le Soudan du Sud, est né. Oui. Mais une fois que ce pays a été créé, même entre les dirigeants du Soudan du Sud, il y a eu un gros problème parce que entre Salva Kiir et puis Riek Machar, il y a eu un conflit ethnique et communautaire qui a tué beaucoup de gens. C'était le président et le vice-président. Donc le problème, c'était comme quoi les gens ont dit « Oh, le vice-président veut renverser le président en place ». Bah, du coup, là, il y a eu les miliciens de l'un et l'autre sont affrontés et puis il y a eu beaucoup de morts. Et là, les gens te tuaient parce que tu étais de telle ethnie. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de vouloir, entre guillemets, rentrons d'abord l'exemple de l'Afrique du Sud, où nous avons Mandela qui prend les pouvoirs, puis dans son premier gouvernement, les gens, à la surprise de tout le monde, il y a aussi, entre guillemets, des Blancs à l'intérieur. C'était choquant pour tout le monde. On s'attendait à ce que Mandela dise on chasse ces gens ici. Je pense pour moi, c'est un exemple de leadership en tout cas. Mandela, c'est un cas d'école. Mais le problème, c'est que c'était aussi risqué, puisque maintenant, là, nous avons maintenant... Jusqu'à présent, nous avons par exemple la population blanche, à moins que je me trompe, c'est moins de 10%. Si je ne me trompe pas, c'est aux alentours de 7-6% de la population sud-africaine. Mais elle détient plus de 70% des terres. Et ça, c'est... Si on n'arrive pas à gérer... Aujourd'hui, parfois, c'est un sujet tabou, entre guillemets, pour dire, il ne faut pas... Mais au fur et à mesure, on avance, avec en plus, l'économiquement parlant, l'Afrique du Sud n'est pas toujours en train d'avancer comme ça devrait. Il y a maintenant plus de chômage, il y a maintenant plus de frustrations, entre guillemets, dans la jeunesse, par exemple. Plus on avance d'ici 15 ans, 20 ans, 30 ans, ces problèmes-là, puisque ça n'a pas été résolu lorsqu'ils ont pris l'indépendance, entre guillemets, tôt ou tard, ça va toujours poser problème d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas avoir moins de 10% de la population qui détient plus de 70% des terres arables dans une nation. Et on ne peut pas... Et dire ça comme ça, par exemple, je ne suis pas en train de donner déjà des solutions ou quoi, mais ne pas reconnaître que c'est un problème, c'est déjà un problème, par exemple. Oui, je ne dis pas qu'il ne faut pas reconnaître. Il y a eu une histoire en Afrique du Sud, bien sûr qu'il y a eu une histoire. Et comme
pour faire de la politique ou pour changer un pays, il faut connaître l'histoire, il faut connaître d'où l'on vient pour savoir où on va. Tu vois? Donc, effectivement, il faut prendre en compte comment la répartition de terres est aujourd'hui en Afrique du Sud. Mais en même temps, c'est pour te dire que, OK, malgré le fait qu'il y ait déjà eu un développement antérieur avant que Mandela ne prenne le pouvoir et tout ça, le simple fait qu'il puisse avoir comme un système stable, comme de pouvoir se passer le pouvoir sans souci, je pense que ça, c'est quand même remarquable, je trouve. Parce que moi, j'apprécie beaucoup les pays qui ont une gouvernance stable. Tu vois. Nous avons la Namibie aussi, parmi les pays aussi stables en Afrique. Le Botswana, c'est un exemple parfait aussi. Et pourquoi? Parce que la gouvernance, pour moi, c'est le socle de beaucoup de choses. Ça encourage la paix, et s'il y a la paix, du coup, il y a la tête reposée pour faire beaucoup de choses. Oui. Tu vois? Donc, c'est ça. Mais pour moi, à moins qu'un jour, peut-être, tu arrives à me convaincre, pour moi, l'idéal, en tout cas, la façon dont nos pays ont été, entre guillemets, créés, lors de la conférence de Berlin, comment on a tracé les frontières et autres, sans prendre compte de tout ce qu'il y avait comme dynamique ethnique déjà en ces moments-là, c'était une bombe à retardement pour moi. Là, on essaie là de résoudre des problèmes qu'on aurait pu éviter dès le départ, dû éviter dès le départ. Parce que si, par exemple, tu vois, par exemple, dans mon pays, nous avons autant d'ethnies, autant de tribus, par exemple, autant de dialectes, par exemple. Pareil chez moi aussi. Et là, maintenant, on se retrouve dans un pays. Ça veut dire, oh, nous sommes Congolais. Avant, je m'identifiais à ma tribu, à mon ethnie, à ma langue. Mais là, je dois maintenant m'identifier à quelque chose qui est un peu plus au-dessus. Nous n'avons pas tu vois, par exemple, même, nous avons... on ne va pas entrer dedans parce qu'on n'est pas en train de parler de l'Europe. Tu vois, même l'Europe, par exemple. Nous avons aujourd'hui la France, nous avons aujourd'hui l'Espagne, Portugal et autres. Comment on peut dire? Ça découle d'un empire. Nous avons, par exemple, l'empire, par exemple, romain, par exemple, qui, après son éclatement, ça a donné aussi... lié à tous ces pays-là. Nous avons par exemple l'exemple de l'ex-URSS, par exemple, qui après être démantelé, nous avons maintenant tous ces autres pays, entre guillemets, qui sont nés. Les autres pays-là ne sont pas nés juste puisque les gens voulaient, entre guillemets, être dans leur pays. C'est aussi une question identitaire. Ils se sont regroupés selon leur, entre guillemets, identité. Nous avons telle culture, nous allons nous rassembler puis former notre nation. Nous avons telle culture, nous avons telle façon de voir les choses au-delà de la langue ou quoi. Et moi, c'est comme ça, normalement, qu'il devait se créer une nation. Mais dans les cas de l'Afrique où, malheureusement, on n'a pas été consulté, par exemple, on a pris des gens de gauche, de droite, de l'Est, de l'Ouest, sans considérer tout ce qui s'est passé déjà entre eux de manière ethnique ou quoi. Un jour, on les appelle pour dire, vous êtes un pays, vous êtes une nation, aimez-vous, vous devez maintenant défendre le même idéal. C'est facile de dire juste que nous sommes, parfois, les gens le disent, nous sommes des barbares, on s'est fait la guerre entre nous. Mais quand on voit les choses de cette manière-là, par exemple, on ne peut pas juste dire que nous sommes des barbares ou quoi. On nous a imposé quelque chose qu'il ne fallait pas. Ouais, je comprends parfaitement ce que tu dis. En même temps, si je me dis, le mal est fait. Comme l'histoire... Mais le mal est profond. Le mal est profond, si tu dis. L'histoire a eu lieu. C'est du passé. Maintenant, nous qui sommes là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on fait pour se renforcer? Comment est-ce qu'on fait pour avoir un bon changement chez nous? Qu'est-ce qu'on veut voir changer? C'est quoi la solution à ce problème-là? Le mal est fait, bien sûr, mais comment est-ce qu'on fait maintenant pour pouvoir changer ça? Parce que si on reste là à ressasser l'histoire, on se dit, OK, ça aurait pu être comme ci, comme ça, on aurait pu plus se rassembler, le Nigeria ensemble, faire un seul pays, c'est trop tard, là. Ça a été fait. Maintenant, comment est-ce qu'on fait, nous, maintenant qui sommes là, présents, pour changer le narratif? Refonder, par exemple, notre gouvernance, par exemple. Supprimer, par exemple, le système républicain. Okay. Aller plus, par exemple, dans... Je pense même les Burkina Faso, je suis encore en train de m'instruire sur ça, je pense être en train d'essayer, entre guillemets, de faire quelque chose dans ce sens-là, ou dans des régions, dans chaque village ou quoi. Les pouvoirs, entre guillemets, centralisés au niveau de la religion, au niveau du village, au niveau de la collectivité. Ça permet, entre guillemets, que quelqu'un, entre guillemets, se sent géré par son frère, dans une certaine mesure, s'il faut dire ça comme ça. Ça évite beaucoup aussi des guéguerres, ça évite beaucoup de, comment on peut dire, d'animosité aussi entre ethnies, entre tribus, tout ça. Okay. Moi, je pense qu'il faudrait, par exemple, dans les cas de mon pays, s'il m'était donné de refonder un peu les choses, ce serait d'abord
supprimer les systèmes présidentiels que nous avons actuellement. Puisque, comme tu vois actuellement dans mon pays, quand Joseph Kabila était au pouvoir, il y avait une communauté, entre guillemets, qui était, entre guillemets, marginalisée. C'était les Luba, par exemple, puisque l'autre, il était swahiliphone. Puis, lorsque Tshisekedi, maintenant, qui est du centre, a pris le pouvoir, nous avons maintenant les communautés, entre guillemets, de l'Est qui se sentent, entre guillemets, marginalisées ou quoi. Mais j'ai une question pour toi. Quand tu dis, si tu prends le pouvoir, tu vas supprimer le système républicain, à quel prix? Est-ce que ce sera toi le roi du Congo, de toutes les régions du Congo, ou comment tu comptes? Les Togo nous a déjà donné la solution. Parce que les Togo nous ont montré la voie. Parce que je me dis, si jamais tu te dis, OK, tu deviens le roi du Congo et puis après, tu règnes sur toutes les villes, toutes les ethnies, elles peuvent se révolter aussi. Non, c'est pas pour avoir un royaume ou un empire, mais non. Ouais. C'est que, par exemple, juste l'exemple du Congo. Un système présidentiel, ça ne va pas marcher. On part sur un système de type parlementaire, par exemple. Nous avons un parlement, les partis majoritaires au pouvoir, entre guillemets, non même Premier ministre, et c'est lui qui dirige les pays, littéralement. Ça, pour moi, ça évite beaucoup de frictions. Puisque quand vous avez, entre guillemets, un Premier ministre qui émane direct, qui gère les pays, qui émane, entre guillemets, quoi, ici, de l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale émane directement du peuple, entre guillemets, ça va éviter pour dire que lui, il est de telle ou telle autre tribu, puisque vous avez voté pour tel parti. Là, on vote pour un parti, pas pour un individu. Tandis que quand on vote pour le président de la République, c'est un individu qu'on met de l'avant. Et quand on met l'individu de l'avant, on met aussi, de manière directe ou indirecte, sa tribu aussi de l'avant. Pendant les élections dans mon pays, ça s'était posé. Non, il est Luba, non, il est de telle province, non, il est de telle ethnie, non. Ça, c'est un problème techniquement qu'on peut résoudre si on évite, entre guillemets, d'avoir des institutions qui sont individualisées dans une certaine mesure dans notre pays, par exemple dans les contextes de mon pays actuellement. Si nous avons juste des élus qui viennent de chaque ethnie ou de chaque tribu, par exemple, puis se réunissent pour nommer maintenant un Premier ministre, ça ne sera plus... Ça va un peu diminuer, entre guillemets, le niveau de guéguerre ou d'animosité entre ethnies, entre tribus ou entre provinces, par exemple. Ouais, je comprends, mais après, je me dis, à un moment donné, il faut aussi dépasser ce stade-là de rivalité continue. Parce que, comme on l'a dit, le mal est fait, on ne peut pas forcément encore effacer toutes les frontières. Ce n'est pas tous les pays qui seront d'accord pour ça. Et la plupart des gens qui ont été favorables à l'Union africaine, à l'unité africaine, comme Kadhafi, par exemple, ils ont été éliminés parce que, justement, ce n'est pas pour rien qu'on nous a divisés, c'est pour mieux régner. Mais maintenant qu'on en est conscient, il faudra qu'on se dise, OK, il faut qu'on fasse bien les choses maintenant. Et au niveau des pays, dans chaque pays, je pense que les gens doivent aussi se dire, OK, même si on n'est pas de la même ethnie et de la même communauté, c'est chez nous, c'est notre pays là maintenant. Comment est-ce qu'on fait pour s'unir et œuvrer pour un changement majeur chez nous? Je pense qu'une fois que les gens sont unis ensemble et qu'ils veulent tous le bien de leur pays, comme au Sénégal par exemple, ça peut être un bon exemple. Encore comme au Rwanda par exemple, ça peut être un bon exemple pour pouvoir avoir un changement palpable et durable. Mais si on est toujours là à se plaindre de « oh, il n'est pas de mon village, il n'est pas de mon ethnie, il n'est pas de ma communauté », on aura toujours des rivalités et ça ne va pas forcément changer les choses, tu vois. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut un peu laisser les différences qu'on a, mais plus voir la grande image, comme qu'est-ce qu'on veut pour ce pays-là. Parce que c'est le pays où nos enfants vont vivre, leurs petits-enfants vont vivre aussi. Donc nous, maintenant qui sommes là, qu'est-ce qu'on en fait là? Qu'est-ce qu'on leur laisse comme héritage? Je pense que c'est plus comme avoir cette vision-là, mais pas forcément voir les petites querelles ou les petits soucis qu'il y a, les ethnies. Ça mène nulle part. Ça serait un très bon débat. Mais est-ce que tu penses que... Un jour, j'étais en train d'en débattre avec mon frère un jour, mon grand frère, puis on était en train de parler de tout ce qui est... On parle des frontières là, des nations et autres. Puis on se disait, en Afrique, nous avons plusieurs pays, mais nous n'avons pas encore beaucoup de nations. Puisque la nation, on voit l'âme du peuple, c'est-à-dire on voit cette unité-là. Et nous, techniquement, par exemple, tu vois, dans les cas du Congo, nous n'avons pas une histoire commune. C'est bizarre de dire ça. Je suis congolais, je sais de quoi je parle. Tu vois, par exemple, ce qui se passe à l'est du pays, il y a des gens qui sont, par exemple, vers le Congo central, les bas Congo, vers Mwanda.
qui savent qu'il y a la guerre quelque part là, mais ils ne se sentent pas vraiment concernés. C'est-à-dire, pour eux, c'est ceux qui sont à l'Est, qui sont en train de mourir. Ouais. Moi, je ne me sens pas concerné. Tu vois, par exemple, l'exemple des États-Unis, par exemple, avec quoi ici, la guerre de sécession, ça a créé en eux une nation, dans une certaine mesure. C'est-à-dire, ils se sont battus pour un but, pour un objectif commun, ensemble. C'est-à-dire, il y a le sang de tous les États, entre guillemets, qui a coulé pour qu'on en arrive aujourd'hui aux États-Unis. La même chose aussi, dans une certaine mesure aussi avec le Canada. Nous avons aussi la France aussi qui, durant beaucoup plus des processus aussi, il y a quand même du sang, de manière générale, qui a coulé pour qu'on en devienne une république. Mais nous, techniquement, nos pays ne sont pas l'émanation, entre guillemets, de ça. Nous, nous sommes réveillés, on avait un pays. Les États-Unis ne se sont pas réveillés, puis ils avaient un pays. Ils se sont battus pour ça. La France ne s'est pas réveillée, puis il y avait la République française. Ils se sont battus pour la République française. Et pour moi, je pense, la plupart de nos nations, puisqu'on n'a pas encore connu, entre guillemets, c'est une tragédie ou quelque chose comme ça. Tu vois, par exemple, l'exemple du Rwanda, comme tu viens de donner, avec la tragédie ici, liée au génocide. Quelque part, là, ça a ramené du positif aussi en eux. Puisque ça a créé aussi... C'est une tragédie qui a touché toute une nation. Et quelque part, là, ça a réuni les gens. C'est-à-dire, maintenant, Tutsi, Hutu, on ne voit plus ça. Cette tragédie-là, dans une certaine mesure, a construit des ponts. Et je pense, par exemple, pour les cas de notre pays, de mon pays, les Congo, on n'a pas vraiment connu des tragédies comme ça qui ont construit des ponts, qui ont pu construire des ponts, entre guillemets, pour dire, là, comme une nation, on s'élève, puis on va combattre ça, on va combattre ça, on va combattre ça. Ouais, je comprends ton point de vue, mais je me dis, il ne faut pas attendre à ce qu'il y ait une tragédie pour que l'unité puisse naître dans un pays. Je pense que ça peut se faire aussi par un travail de sensibilisation également, comme le fait de prendre conscience. Ça peut aussi comme se faire à travers l'éducation aussi. Dès l'enfance, dans les systèmes éducatifs, inclure cet esprit d'unité congolaise là, en les jeunes, et puis leur dire, OK, c'est votre pays, c'est chez vous, on doit s'unir ensemble pour faire un changement majeur chez nous, parce qu'on en a besoin. Mais si les institutions étatiques ou d'éducation ne font pas ça, c'est difficile de transmettre cette valeur ou cette unité congolaise-là aux gens. Mais ça peut se faire par l'éducation, et également par l'éducation des parents à la maison également. Oui. Tu vois, pas seulement dans la salle de classe, mais également à la maison. Bon, les parents enseignent ça aux enfants, leur disent, OK, c'est votre pays, le Congo, on est tous Congolais, peu importe d'où l'on vient, on est Congolais et on doit bâtir notre nation. Mais je pense que ça prendra du temps, mais si vraiment la vision est là et que les pouvoirs en place font tout ce qu'il faut, que ce soit par les médias, la télévision nationale, l'éducation à l'école, à la maison, ou par les livres aussi, je pense que c'est des moyens assez comme réalistes pour propager la valeur encore de l'unité congolaise et en faire une force pour bâtir le pays. Mais si on va se dire qu'il faut d'abord qu'il y ait une guerre ou un conflit majeur pour qu'on puisse s'unir, là, ce sera catastrophique, là, pour tout le monde. J'espère que les Congolais ont suivi ce que M. Jean-Baptiste a donné comme conseil. Mais ce que tu dis, en tout cas, c'est pertinent dans le sens où il faut, surtout dans l'éducation, il faut investir. Par exemple, certains d'entre nous qui avons déjà plus de 25 ans, 30 ans, 40 ans, c'est déjà trop tard, entre guillemets. On a déjà une certaine conception des choses. Mais les tout petits qui ont encore une année, 2 ans, qui ont encore 3 ans, c'est réellement qui sont l'avenir des démons au vrai sens du terme. C'est ça. C'est directement en eux qu'il faudrait investir, en tout cas pour dire, au-delà d'être Luba, le tété là, telle tribu, telle ethnie, telle province, tu es Congolais. Mettre ça vraiment dans chaque petit... Quand il se réveille, il sait que je suis Congolais. Je ne suis pas juste d'une province ou d'une ethnie ou d'une tribu. J'ai fait partie d'un pays et je dois travailler pour mon pays, pas juste pour ma tribu ou pour mon ethnie ou quoi, mais ça, je pense, c'est ce qui va amener le développement. Parce que je pense que l'éducation, c'est un vecteur majeur de changement parce que les gens passent par ça pour propager des idées ou encore des idéologies à d'autres personnes. Disons que beaucoup de pays africains francophones, il y a des élèves qui ont plus appris l'histoire de la France que l'histoire de leur propre pays à eux. Comme moi. J'ai plus appris de la Belgique, de la France, des États-Unis que de mon propre pays. Pourquoi ça? Je connais pas j'ai pas étudié mes héros nationaux à l'école, je n'ai pas étudié l'histoire de mon pays à l'école. À la limite, la colonisation, oui, mais je ne connais pas Kasavubu, qu'est-ce qu'il a fait, Mobutu, comment il a pris les pouvoirs. Tout ça, on ne m'a pas appris ça à l'école. On n'a pas appris tout ça. Littéralement, c'est sur Google, sur Wikipédia, via les documentaires. Mais à l'école, on m'apprend plus sur la Révolution française. On m'apprend plus, je ne sais pas moi, sur la guerre de sécession. On m'apprend plus sur l'Égypte. Bon, c'est en Afrique d'ailleurs, c'est correct.
mon histoire ton à moi. pays, tu ne l'apprends pas à l'école. Je ne l'apprends pas à l'école. Donc, je pense que l'éducation, c'est un moyen majeur de changer le narratif, changer l'histoire de nos propres pays, mais aussi, en termes de diplomatie, on parle de diplomatie culturelle aussi. Il y a beaucoup de pays qui ont un bon soft power, donc un moyen de faire partager leur culture à l'étranger, par exemple, que ce soit par la musique ou que ce soit par des grandes célébrités, par exemple. Nous aussi, on doit utiliser ces potentiels qu'on a là pour changer l'histoire et changer les choses chez nous également. Donc, pas forcément apprendre ce que les autres nous ont laissé comme héritage, mais tout revoir et se dire qu'est-ce qu'il nous faut réellement et aussi voir long terme, tu vois, parce que j'ai l'impression que la plupart des pays africains, lorsqu'on est au pouvoir, on va juste voir à l'horizon 5 ans, comme mon mandat. De maintenant à mon mandat, qu'est-ce que je dois faire? Mais bâtir une nation, c'est un travail générationnel. On n'a pas une planification stratégique. Oui, ça se fait sur 25 ans, 50 ans. La Chine, par exemple, la Chine a subi l'une des plus grandes humiliations dans les années 1940. Puis de là, ils se sont dit qu'ils vont faire tout pour être parmi les meilleurs pays au monde. Et c'était une vision long terme, là, tu vois. Aujourd'hui, on voit comment ça a payé. Maintenant, on peut se dire, OK, est-ce que c'était un système démocratique ou autoritaire? Peu importe. C'est une autre question. Mais le plus important, c'est que la vision stratégique a marché. Ils sont arrivés là où ils voulaient arriver. C'est pas impossible. C'est possible de faire ça. Il faut juste avoir la vision, travailler comme il se doit, se dire, OK, on va y arriver et on a les moyens pour y arriver. Voilà. Je pense en 1960, je le dis à ma honte, mais nous avions les mêmes PIB que la Corée du Sud. Les Congo et la Corée du Sud, nous avons les mêmes PIB. Aujourd'hui, c'est pas comparable. Il ne faut même pas en parler. Tu vois? Il ne faut même pas en parler. Les Japon, nous étions, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, nous étions supérieurs au Japon en PIB. Les Congo, nous étions supérieurs au Nigeria de loin. Nous étions supérieurs à la Côte d'Ivoire de loin. Nous étions supérieurs, quoi, si... non, l'Afrique du Sud, quand même, était supérieure. Mais là où nous étions supérieurs même à l'Angola, aujourd'hui, ce n'est plus comparable. Ouais. Ce n'est plus comparable. En parlant de la Corée du Sud aussi, il y a un livre de Ban Ki-moon que j'ai lu. C'était l'ancien secrétaire général de l'ONU. Oui. Pour lui, quand il y avait la guerre en Corée du Sud, c'est l'ONU qui est venue à l'UNICEF pour aider les enfants à aller à l'école et tout ça. Oui. Et c'est là qu'il a découvert l'ONU. Et c'est là où il a eu la motivation pour travailler pour cette institution-là. Donc, c'est pour dire que parfois, l'aide aussi peut être positive. Ça peut aussi être une source d'inspiration pour des gens comme Ban Ki-moon, qui travaillent pour le bien de l'humanité. Donc, je pense que tout dépend de l'intention avec laquelle on fait les choses dans la vie. Si tu veux réaliser de grandes choses, il faut faire chaque petit pas avec intention, et avec discipline, et avec une vision stratégique pour te dire, OK, je me suis donné ça comme objectif, je dois travailler dur pour y arriver. Si tu es constant dans tes efforts et que si tu es vraiment honnête avec toi-même, tu vas y arriver. Mais si après tu es un peu corrompu ici et là, tu es plus comme égoïste, tu crois que pour toi, ce ne sera pas pour le bien de ton pays. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ben, avant de finir avec un sujet d'actualité, on a déjà parlé de la zone de libre-échange. Je pense j'avais prévu qu'on en parle. OK. La monnaie commune. Si on parle de la zone de libre-échange, il faut bien qu'on ait aussi une monnaie commune. Définitivement, ouais. Qu'est-ce que tu en penses, par exemple? Monnaie commune. Je pense que ce serait un atout majeur pour l'Afrique d'avoir une monnaie commune. Ouais. Pourquoi? Parce que le fait que les 54 pays, c'est vrai qu'il y a des régions qui ont la même monnaie, comme le CFA en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest aussi. À part ça, beaucoup de pays ont leur propre monnaie. Le Kenya shilling, le Rwanda aussi, l'Afrique du Sud, le Rand aussi. Mais les Congo, les francs congolais. Voilà. C'est beaucoup de devises à convertir. Tu vois? Parfois même, ce n'est même pas convertible. Tu vois? Je me dis, si on avait une seule monnaie, avec toutes les ressources et les richesses qu'on a, oui, avec beaucoup de connaissances économiques, on pourrait rendre cette monnaie-là aussi assez forte. Et on ne serait pas beaucoup dépendant des gens. Tu vois? Et aussi, ce sera facile pour faire les affaires dans tout le continent, par exemple. Pour ça, pour voyager aussi, acheter des biens ou acheter des produits de l'étranger, ce sera plus facile. Donc, je pense que c'est une chose à voir. Maintenant, est-ce qu'on va y arriver? C'est la question à se poser. Est-ce que les pays africains sont prêts à avoir une monnaie commune? C'est un grand challenge quand même. Parce qu'il y a des pays qui se sentent déjà bien avec leur monnaie. Comment ils sont maintenant?
Est-ce que l'Afrique du Sud serait d'accord pour avoir une monnaie commune avec les autres pays africains qui n'ont pas leur niveau? Est-ce que le Maroc serait d'accord pour ça? Le Nigeria. Oui. Est-ce que l'Égypte? Tu vois? Donc, c'est se demander aussi, est-ce que les gens qui sont déjà à l'aise ou qui sont à un certain niveau voudraient avoir une monnaie avec ceux qui sont en bas de l'échelle encore? Maintenant aussi, dans ce cas, est-ce qu'il faudrait dire que l'Afrique, on le conçoit comme un seul continent ou un seul pays, du coup? Que tous les pays vont travailler ensemble pour porter une seule voix, pour avoir un seul changement. Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on s'entraide? Est-ce que les pays riches allouent une certaine somme d'argent aux pays pauvres ou les pays qui sont en développement pour qu'ils puissent changer leur niveau? Comment ça se passe? Donc, après, c'est bien de parler de monnaie commune, mais aussi prendre en considération les niveaux des différents pays qui sont déjà très avancés. Comment est-ce qu'eux, ils se sentiraient par rapport à cette idée-là? Et comment est-ce que leurs ressources seraient impactées par ça aussi? Maintenant, est-ce que les populations de ces pays-là seraient d'accord aussi pour se dire, OK, on a une seule monnaie et puis on est un seul pays? Tu vois, donc... Ce serait un challenge. Je vois un peu au-delà de la question. C'est vrai que c'est un atout, on en parle souvent, mais comment on va y arriver? La faisabilité, c'est faisable, bien sûr, c'est possible, avec la volonté politique. Peut-être faire un référendum dans chaque pays pour voir ce que les gens en pensent. Je ne pense pas que ce soit une question référendaire, la monnaie. C'est quand même sensible. Puis Je ne pense pas que c'est pas juste entre guillemets petit peuple qu'on va demander est-ce que tu veux une... La plupart des gens vont dire oui, ça ne me pose aucun problème. Les conséquences liées à ça, par exemple, comme tu as dit, par exemple, pour l'Afrique du Sud, dire que à partir d'aujourd'hui, je vais avoir une même monnaie avec les Somalis. Ouais. Donc, c'est... puisque les rentes, par exemple, de l'Afrique du Sud, c'est déjà un certain level. Et c'est lié aussi à la production qu'ils ont. Et quand, par exemple, tu vas aller ensemble avec la Somalie, tu vas aller ensemble avec, je sais pas moi, l'Érythrée, tu vois, ces pays, entre guillemets, qui n'ont pas une très grande production, tu risques de perdre aussi en valeur dans une certaine mesure. C'est quand même une très grande problématique, la monnaie commune. Comme tu disais, Kadhafi, c'était parmi, entre guillemets, ses ambitions principales. Mais on peut toujours se demander pourquoi est-ce qu'il avait ça en tête, c'est ce qu'il n'avait pas une autre idée en tête liée à la monnaie. Définitivement, on peut se demander c'était quoi ses réelles intentions par rapport à ça aussi. Mais quand même, on peut dire par rapport à ses actions, les actions qu'il a posées quand il était encore vivant, c'est quelqu'un qui était quand même assez panafricain, qui voulait du bien de l'Afrique. Donc, il voulait du bien de l'Afrique, mais il voulait prendre ton pays. prendre ton pays, à quel prix aussi? Parce que je pense qu'aujourd'hui, si tu vas au Mali ou si plus d'une fois, il a voulu quoi? Il s'est amené son armée au Tchad. Oui, non, ça, je parle plus du plan africain. Après les conflits bilatéraux, ça c'est autre chose. Mais là, je reste dans le cadre africain. Mais du côté bilatéral, bien sûr qu'il y a eu des conflits Libye-Tchad. Mais il n'a pas pu prendre notre pays parce qu'on a fini par gagner nos combats avec différentes manières. Mais voilà, quand même, je dirais que c'est quelqu'un qui a eu une bonne vision pour l'Afrique en général, bien sûr. Et depuis l'intervention de l'OTAN en Libye, la Libye c'est le chaos aujourd'hui en Libye. Là aussi, parce qu'avant, quand il était au pouvoir, les gens disaient c'était un c'est l'enfer, c'est l'autoritarisme, la dictature, on souffre. Tout ça. Mais là, ils vivent la liberté, j'imagine. Mais tu vois qu'aujourd'hui, c'est chaotique la Libye. Donc, moi, je me demande, est-ce que s'il était là, la Libye serait comme ça aujourd'hui? Est-ce que ça valait la peine toute cette... Oui. Mais aussi, en parlant d'unité africaine, lorsque l'OTAN a intervenu en Libye, qu'est-ce que les pays africains ont fait? Ils ont proposé l'asile à Kadhafi. Est-ce qu'ils sont partis aider la Libye, par exemple? Certains pays, comme ton président, par exemple, l'effet président, ici, Idriss Déby, je pense sur la situation, un jour, il était en train de parler sur la situation où il disait littéralement que lui, il était réellement contre ça pour dire on n'avait pas besoin de cette intervention-là, ça allait créer un trouble dans la sous-région et autres. Personne ne les avait aux côtés. On est allé, on a dérangé la Libye comme on l'a fait, puis aujourd'hui, avec les terrorismes, tout ça, c'est aussi lié à ça. Les armes, tout ça, les armements, les terroristes se sont servis dans l'armée, c'est libyenne, les financements. Maintenant, là, la Libye, c'est vraiment la source aussi de l'instabilité de toute la sous-région, littéralement. Tous les terroristes, maintenant, ont leur base arrière en Libye. C'est par là qu'ils reçoivent tout. Et bizarrement, le même peuple qui a crucifié, dans une certaine... Si je peux utiliser ça, les termes comme ça, qui a crucifié Kadhafi, c'est le même qui réclame aujourd'hui les fils à Kadhafi pour revenir au pouvoir. C'est quand même étrange. C'est quand même pas mal étrange.
C'est quand même pas mal étrange. La politique du pouvoir, c'est très complexe. Très complexe. On allait finir avec un sujet d'actualité. Tu me connais, j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr, vas-y. Il y a bientôt les élections en Côte d'Ivoire. Tu connais ce qui se passe actuellement. Gbagbo, La liste électorale, là. supprimé. Nous avons M. Tian supprimé. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça m'étonne? Non, c'est pas étonnant pour moi parce que je me dis c'est un peu comme ça que les pays africains, la plupart qui ont connu des problèmes électoraux, ont fonctionné. Soit on sort comme une excuse là, pour écarter les autres candidats qui sont un peu les poids lourds de l'opposition. Mais dans le cas de la Côte d'Ivoire, ma crainte c'est que ça crée une grande frustration au sein de la population. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, là, les gens en Afrique, souvent, ils ne vont pas voter forcément parce que tu as le meilleur programme politique, parce qu'ils t'aiment bien, ils sont de ta région, oui, de ton ethnie, et ils mettent trop de sentiments dans ça. Donc, si jamais les leaders de l'opposition appellent à une sortie massive de leurs partisans, par exemple, ça peut causer un problème majeur. Et si la frustration monte à un certain degré, ça peut aussi dégénérer. Et puis, je ne veux pas encore connaître des conflits comme en 2011 en Côte d'Ivoire. Ça, ce sera inconcevable. Ça va encore retarder le pays, ça va le ramener en arrière. Alors que les pays, quand même, dans une certaine manière, mesure sur la bonne voie, côté climat des affaires, côté tout ça, c'est... Ils ont quand même connu une bonne émergence économique. Bon, je ne veux pas que cette émergence soit comme bafouée parce qu'il y a eu un conflit électoral encore, une fois de plus. Maintenant, comment est-ce que les opposants qui ont été écartés de la liste gèrent leur frustration? Ça, je ne sais pas encore. Je sais que Gbagbo a dit que quoi qu'il arrive, il sera candidat. Ça, c'est ce que j'ai entendu de ces interviews. Mais Tidiane Thiam, je ne sais pas comment il a réagi par rapport à ça encore. Les Goudé non plus, je ne sais pas comment il a réagi par rapport à ça. Guillaume Soro, il n'est pas au pays, donc ça ne compte pas, même s'il n'est pas sur la liste. Il a quand même une certaine base aussi, dans une certaine mesure. Je pense que ça... Pas si grande que les autres, n'empêche. Mais je pense que sa base a été réduite quand même. Bon, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Son pouvoir a été réduit, son exil, donc je ne crois pas que ça ait beaucoup d'influence. Mais surtout, comme les grosses têtes du pays qui sont là maintenant en Côte d'Ivoire, ouais, j'espère juste que les choses se passeront de manière assez tranquille aussi. Et puis, ouais. Mais c'est bizarre que la personne qui a été dans une certaine mesure victime de d'une exclusion soit celle qui exclut. Là, si c'était juste une seule personne qu'on a... Bon, je dis ça juste comme ça, on avait juste exclu, par exemple, M. Thiam, par exemple, d'aller comprendre pour dire, bon, c'était quand même un opposant assez robuste, entre guillemets, on laisse les autres compétir. Ben, là, c'est presque tous les grands noms de l'opposition pas presque, c'est tous les grands noms de l'opposition qui sont effacés de la liste. Et c'est une personne qui a subi ça, qui fait subir ça aux autres. Bon, certains vont dire, il y a la Constitution, il y a les lois, mais je pense que l'intérêt suprême de la nation prévaut au-dessus des lois et de la Constitution. Parce que là, tout le monde sait, on peut les voir venir de loin, sans être expert ou c'est peu moins quoi. Si ça continue comme ça, si on va jusqu'aux élections comme ça, on peut voir ça de loin que ça risque de capoter dans une certaine mesure. D'une manière ou d'une autre, ça risque de capoter. Mais je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on laisse ça passer comme ça. Ouais. Mais aussi, après, je me dis, c'est très difficile aussi pour l'opposant de se dire, OK, j'ai été exclu, avec une excuse qui est... Banale, bidon. Très discutable. Très discutable, ouais. Ouais, très discutable, très débattable aussi. Et c'est facile de se dire, OK, c'est bon, j'ai exclu les candidats les plus forts et puis maintenant, la voie est libre pour la victoire. C'est un peu ça comme la stratégie des gens qui sont au pouvoir. Mais je me dis, à quel prix? Est-ce qu'ils veulent encore reproduire ce qui s'est passé auparavant? Est-ce qu'ils n'ont pas assez appris de ce qui s'est passé auparavant? Ouais. Comme je te le dis et que je répète, la politique en Afrique, c'est un terrain assez complexe. Les gens, souvent, ils voient plus leur intérêt. Leurs motivations sont aussi parfois voilées. Pourquoi ils le font, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très dommage pour les opposants qui sont concernés. Voilà. Le président Paul Biya se prépare pour un énième mandat. Tu en dis quoi? Paul Biya, c'est notre voisin. Écoute, je pense que... Un mandat de 7 ans.
Ouais, Paul Biya était au pouvoir depuis... Ça fait près de combien? 43 ans? 42, 43, ouais. Ça veut dire avant que mes parents ne se marient, avant que je naisse, jusqu'à ce que je sois là, il est au pouvoir. Euh, J'en pense quoi? Puis les Camerounais doivent être habitués avec ça, mais non, je pense que c'est pas une surprise pour eux non plus de voir la même tête au pouvoir. Pourquoi il se dit encore candidat? Peut-être que son parti l'a choisi. Est-ce qu'il y a une opposition forte au Cameroun pour faire le poids? Même si c'est le cas, est-ce qu'ils ont la liberté d'expression pour exprimer leurs idées? Est-ce que les opposants peuvent vraiment parler librement? Est-ce que les partisans, est-ce qu'on peut critiquer le pouvoir en place dans certains pays africains? La plupart des pays africains, si tu critiques, on va soit te faire disparaître, on va te faire des menaces de mort, ta famille sera menacée, et puis tu vas te taire, par exemple. Au Togo, justement, récemment... J'allais en parler. Récemment, au Togo, il y a eu un jeune qui a été arrêté, là. Et puis, apparemment, il faisait des lives sur TikTok ou des vidéos pour critiquer le pouvoir en place. Mais tout d'un coup, on l'a kidnappé, je pense, et puis il a disparu. Puis il réapparaît dans une vidéo où... Il fait son meilleur repas. Ouais, il demande pardon au gouvernement. Puis à un moment, du jeune dit, connaissant son fils, c'est pas son fils qui va se lever comme ça pour dire pardon ou dire ces mots. On l'a sûrement forcé pour dire ça. Donc, quand tu t'exprimes ou quand tu dis tes frustrations, c'est pas comme ici où tu parleras comme tu veux. C'est quand même assez restreint. Ouais. Donc, ouais, Paul Biya, écoute, je sais. Tant qu'il fait un bon travail au Cameroun et que le Cameroun se développe, il n'y a pas de guerre, les gens, leurs besoins sont bien pris en compte et tout ça, pourquoi pas? La RDC, Joseph Kabila, accusé de terrorisme et complicité avec l'ennemi. Tu en penses quoi? Alors, j'aime beaucoup suivre les interviews des ministres et des dirigeants africains. J'ai suivi récemment Jean-Pierre Bemba, oui, qui disait comme quoi Kabila, son vrai nom, c'est Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe. C'est quand même un vice-premier ministre qui parle. Ouais, ouais. Et puis, il était sérieux en plus. Il avait ses convictions, il avait ses preuves aussi. Donc, je pense que Kabila, ok, si Bemba dit qu'il est rwandais et que... Mais ok, je me dis, peut-être que toi, tu vas me compléter, mais c'est pas le seul qui dit que Kabila n'est pas congolais. Il y a beaucoup de gens qui le disent. Oui. Et puis je me dis... Moi-même, je l'ai chanté quand j'étais petit, quand on marchait parfois. Ok. Donc je me dis, peut-être qu'il y a une part de vérité là-dedans aussi. Je n'ai pas la vérité. Je ne vais pas me prononcer pour dire, ok, voici mon avis là-dessus. Mais écoute, qu'est-ce que ça change maintenant au Congo? Qu'il soit rwandais ou pas rwandais, il a été au pouvoir, il n'est plus au pouvoir. Les gens aujourd'hui qui le critiquent étaient avec lui au pouvoir aussi. Ils ont dirigé avec lui aussi, ils ont mangé avec lui. Maintenant qu'il n'est plus là, est-ce qu'en le critiquant, c'est ce qui va changer le Congo? Non. Maintenant, je pense que la priorité devrait plus être les discussions avec le Rwanda. Oui. Je sais que les deux ministres des Affaires étrangères ont eu leur audience à l'ONU aussi. Tshisekedi et Kagame se sont rencontrés. Récemment, je pense au Qatar également, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, je ne sais pas comment les discussions avancent. Est-ce que les pourparlers ont été assez concluantes? Est-ce que... il y a eu des décisions assez concrètes pour arrêter ce qui se passe à l'est du Congo. Mais j'espère vraiment de tout cœur que les villes qui ont été prises seront bientôt reprises par le gouvernement. Parce que ce n'est pas concevable pour moi qu'un gouvernement n'ait pas la souveraineté totale de son territoire. Pour moi, c'est le minimum à avoir. Et puis, que ce soit pour la population et aussi pour le pays, c'est important que ce soit le pouvoir en place qui règne sur tout le territoire pour qu'il y ait un changement. Parce que là, du coup, chez vous, jusqu'à ce qu'il y ait un changement au nord et au sud Kivu, les finances du pays vont aller à la guerre qui se passe. Donc, en espérant bien que ça aille à la guerre. Il n'y ait pas de détournement au milieu. Effectivement. Mais bon, Ousmane Sonko, Diomaye Faye. Ousmane Sonko, moi, c'était mes favoris. J'aime beaucoup leur duo. Je pense qu'ils ont... J'ai un peu lu l'ébauche de leur programme politique. En Sénégal, juste, souverain et prospère, c'est leur devise. Je pense qu'ils sont les personnes qu'il faut pour y arriver. Pourquoi? Parce que leur programme est assez réaliste aussi. Et ils ont fait un audit récemment dans les finances sénégalaises où ils ont découvert que la dette sénégalaise a été réduite. C'était pas vraiment la bonne proportion du PIB.
et que c'était plus grand que ça. Oui. Le FMI a aussi confirmé, a corroboré leurs propos. Je pense qu'ils sont très transparents jusque-là. Donc, je me dis qu'il y aura moins de corruption au Sénégal. Et leur vision, c'est sûr que les jeunes vont aussi en bénéficier. Et je reste persuadé et j'espère du coup que ça va apporter une plus grande émergence et que le Sénégal continuera à montrer l'exemple aussi. Et que quand ils auront fait 2 mandats, comme prévu, ils vont quitter le pouvoir. Avant même de parler des 2 mandats, crois-tu qu'il y aura un problème, une guerre de leadership entre les deux? Entre les deux, le pouvoir divise, comme l'argent aussi. Tel que c'est parti, je pense que même pour que Sonko soit Premier ministre, ça demandait quand même humilité, je dirais, parce que normalement, c'était lui qui devrait être président, Sonko. Mais comme il a été emprisonné ou il a eu des problèmes avec Macky Sall et tout ça, Diomaye Faye a pris le relais. Mais je pense que, normalement, ils font quand même un bon travail. Ouais. Il y a un respect mutuel entre eux. Diomaye Faye, je pense qu'il respecte aussi Sonko et vice-versa. Donc, et aussi, ils ont de très bonnes valeurs africaines également, que ce soit des valeurs religieuses aussi. Il y a un bon respect. Donc, personnellement, je ne pense pas qu'il y aura un problème ou une guerre entre les deux. Mais peut-être, je me dis, le scénario le plus probable qui pourrait arriver, c'est que une fois que Diomaye fait ses 2 mandats, peut-être Sonko va aussi. Ça sera la candidat. Candidat, et puis après lui, il prend le pouvoir. Le président, les vice-présidents, président. Ce qui est légalement faisable. Bon, écoute, pas les en vouloir de vouloir le faire. Moi, je me dis, tant qu'ils font le travail qu'il faut et qu'ils délivrent comme il se doit, et qu'à la fin des 2 mandats de Diomaye Faye, Sonko se dit aussi candidat, légalement, c'est faisable. Donc, je ne serais pas contre. C'était un plaisir, en tout cas, Jean-Baptiste. Ouais. C'était un réel plaisir. C'était un très bel exercice. On a parlé de beaucoup de choses. On a pu juger ta maîtrise, entre guillemets, de l'Afrique, entre guillemets. On a parlé de beaucoup de pays, on a parlé de beaucoup de situations. Ouais. En tout cas, ceux qui nous ont suivis vont dire si réellement tu as défendu ton diplôme. Pour ma part, c'était un réel plaisir. J'ai un peu joué l'avocat du diable de temps en temps pour te pousser un peu à bout. Ouais. Mais en tout cas, c'était un très bel exercice. Ouais. I really enjoyed it. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Écoute, moi je trouve que c'est une très bonne initiative. J'espère que toutes les personnes qui viendront défendre leur diplôme le feront avec franchise, honnêteté aussi, comme diront ce qu'ils pensent. Et aussi mettront en pratique leurs connaissances acquises aussi. Et continuer à faire ce que tu fais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui suivent et que ce sera très utile pour les jeunes de première année, deuxième année qui viennent à l'université. Donc, voilà. Ben, quand on a la qualité des invités comme toi, on ne peut être que motivé à avancer, à continuer. En tout cas, c'était un réel plaisir. Si vous êtes là aussi, vous voulez participer à cette émission, à ces podcasts, de toutes les façons, vous avez fini, que ce soit dans le domaine de la finance, la compta, la politique, les droits, la médecine, dans tous les domaines, l'informatique, je ne sais pas moi quoi, l'Afrique a besoin de toutes ces compétences et je serais vraiment ravi de vous accueillir en tout cas, puis de parler avec vous de l'Afrique, en liaison aussi avec votre domaine d'études. Et aussi dans les commentaires, s'il vous plaît, il faut noter, Monsieur Jean-Baptiste, combien sur 10. Mais pour moi, c'était un bel exercice. En tout cas, c'était sa maîtrise, entre guillemets, de l'Afrique. Bon, c'est pas comme s'il a étudié, il a fait des études africaines ou quoi. Mais en tout cas, le fait, entre guillemets, qu'il maîtrise, en tout cas, ce qui se passe dans son continent, pour moi, c'est un réel plaisir. Ça montre que tu ne t'es pas détaché de tes origines. Tu as toujours, dans une certaine mesure, quoi, ici, un œil sur ton continent. Tu suis ce qui se passe. Et pour moi, c'est avoir un leader comme ça qui parle comme ça de l'Afrique alors que tu es au Canada, tu pourrais te dire ben, l'Afrique c'est déjà derrière moi. Mais voir comment tu es toujours d'actualité dans tous les dossiers qu'on a abordés, c'était vraiment un réel plaisir en tout cas d'avoir cet entretien avec toi. Merci à toi, c'est un plaisir aussi. Et si jamais il y a d'autres débats sur l'Afrique, n'hésite pas à me mettre sur la liste. Ça me fera plaisir de venir débattre sur ça. En tout cas, ça sera un plaisir. Ouais. À la prochaine. Allez, au revoir. Ciao.